Dans un passé pas si lointain, lorsque les gens croyaient aux contes de fées, vivait dans un empire un homme surnommé la Faucheuse. D'un seul regard, il pouvait réduire une personne en cendres. C'est ce qu'on disait de lui. Pour le bien du pays, ce monstre n'a pas hésité à se tacher les mains de sang. Un terrible tyran et un ange de la mort qui ne connaît aucune pitié. Dans l'Empire, ce monstre s'appelait Sa Grâce Chiron, archiduc de Triton. Ayant débarqué du navire non loin du château désiré, Chiron et les soldats commencèrent immédiatement leur assaut. Dispersant les soldats défendant son archiduché, sa seigneurie s'approcha du bâtiment. Il ne s'est jamais caché derrière le dos de ses guerriers, toujours à l'avant-garde, donnant l'exemple et inspirant ses chevaliers. Et maintenant, le duc fut le premier à entrer dans le château, laissant derrière lui des cadavres ensanglantés. L'un des morts s'est avéré être presque un garçon, sur lequel son père se penchait déjà en deuil. Il a demandé à l'ange de la mort pourquoi son fils avait été tué et pourquoi. Chiron s'approcha. Le sang du tué, encore humide, coulait de son épée sur le sol. Les éléments métalliques de son armure scintillaient sous les rayons du soleil, ajoutant du mystère à l'ensemble de l'image. L'homme à moustache s'exclama, les larmes aux yeux. Pourquoi le duc les avait traités si cruellement? Il ne comprenait pas de quel genre de soulèvement il parlait. L'homme aux cheveux gris a affirmé qu'il avait été piégé, et que pendant toutes ces années, il avait consciencieusement servi Sa Majesté. Sa seigneurie, allant plus loin, répondit qu'elle ne le savait pas. Tout ce qu'il sait, c'est que l'empereur veut effacer l'archiduché de Barton de la surface de la terre. L'homme se mit à genoux, lâchant le cadavre de son fils. Chiron leva son épée et invita l'archiduc à cesser de résister. Barton a répondu en criant que l'envahisseur n'était que le chien de garde de l'empereur, et puis il l'a traité de méprisable parce qu'il sert un maître si pitoyable. Le guerrier serra la mâchoire. L'homme aux cheveux gris criait toujours que Triton brûlerait en enfer pour ses péchés. Mais l'épée était déjà levée. Sa seigneurie frappa d'un seul coup le propriétaire du château à la poitrine, et il s'envola vers le mur. Chiron remarqua qu'il suggérait de ne pas résister. Il pourrait au moins mourir dignement. L'homme moustachu toussait dans son agonie. Le guerrier enjamba son corps et ouvrit la porte. La pièce qui se présentait surprit grandement l'homme. Il était rempli de divers trophées, peaux et animaux empaillés. Au centre de la pièce se tenait quelque chose de très grand recouvert d'une cape bordeaux. Son Excellence, regardant autour de lui, fut surpris que ce soit lui qui aurait besoin de brûler en enfer, selon Barton. Il doutait que le propriétaire d'une telle collection soit destiné à une place au paradis. Soudain, on entendit un coup derrière la boîte couverte. Chiron s'approcha et tira sur le tissu. Directement devant lui, il aperçut un visage appuyé contre la vitre, avec d'immenses yeux bleus. Le réservoir était rempli d'eau et à l'intérieur se trouvait une femme avec de longs cheveux roses et une queue de poisson. C'est une sirène. Et cette créature regarda le duc et cligna des yeux. Chiron se figea en la regardant. Un subordonné entra dans la pièce à la recherche de sa seigneurie. Il commença à dire qu'ils avaient vidé presque tout le château, mais le duc l'arrêta d'un geste de la main, sans quitter la femme des yeux. Le domestique s'approcha et frissonna. Bégayant un peu, l'homme essaya de dire que c'était une sirène. Triton avait entendu dire que Barton était un fervent collectionneur de curiosités. Mais il n'aurait jamais pensé que l'archiduc avait réussi à capturer une créature de conte de fées. Le subordonné, bégayant encore un peu, nota que la collection est la 10e chose. Mais si vous blessez la sirène, vous pouvez mourir. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans les légendes. C'est peut-être pour ça que l'homme moustachu est mort. Chiron a répondu que Barton était mort parce qu'il avait déclenché une rébellion, et que certains poissons n'avaient rien à voir avec cela. À ce moment-là, la sirène regardait directement les hommes, ouvrant la bouche et essayant de dire « à l'aide ». Elle tapota la vitre de ses mains écorchées. Mais les gens ne lui prêtèrent pas beaucoup d'attention et continuèrent à discuter de la marche à suivre. Le chef a dit que nous prendrions tout avec nous. Chaque grain de poussière de ce château appartient désormais à Sa Majesté. Le serviteur a précisé à propos de la sirène. Sa seigneurie répondit que la sirène aussi et que les autres pièces devaient également être examinées. La sirène de l'aquarium lui tourna la tête dans tous les sens. Sans penser à autre chose, elle frappa le verre avec son épaule aussi fort qu'elle le pouvait. Cela l'a blessée, et du sang a coulé dans l'eau. Les guerriers tournèrent leur attention vers elle. Le duc croisa les bras sur sa poitrine et regarda la curiosité avec intérêt. Le subordonné se tendit un peu. Il a demandé au monsieur pourquoi il pensait qu'elle voulait les attaquer. Après tout, si la sirène ne s'arrête pas, elle peut se suicider. La jeune fille frappa du poing sur la vitre, le sang coulant de ses blessures.
Triton attrapa son épée. Il suggéra que Londine voulait peut-être rejoindre son maître. Le domestique était nerveux et a demandé au propriétaire s'il voulait la tuer. Chiron sortit son épée et tapota sur la vitre. Il a répondu « Pourquoi pas ?» Sa Majesté a donné l'ordre de tuer tous les habitants de ce château. Sa seigneurie passa sa lame sur la vitre. Le guerrier a demandé d'attendre. Mais le duc se balança et frappa l'aquarium de toutes ses forces. Il y a eu un terrible fracas. La vitre a éclaté et tout le contenu s'est déversé dans la pièce. La sirène réussit à attraper l'homme principal par les revers et se laissa tomber dans ses bras. S'asseyant un peu, les deux se regardèrent. Yeux jaunes opposés aux bleus. Chiron leva la main et la tendit vers le visage de la jeune fille. Il n'a même pas remarqué que ses yeux... Ses doigts enlevèrent l'eau de son visage. Serena sourit, les yeux pétillants, et elle serra la main du duc avec la sienne. C'est une histoire sur un passé récent. L'histoire d'une sirène mythique et de sa seule personne, sa sérénade. Les yeux de la sirène étaient si bleus qu'on aurait pu s'y noyer. La jeune fille tendit sa main blessée à Chiron, mais l'homme réussit à l'intercepter. Ne lâchant toujours pas Londine, le duc se tourna vers son subordonné Yann et lui demanda de la mettre dans un récipient rempli d'eau et de la lui ramener sans poser de questions. Triton entra dans le bureau. C'est sa deuxième fois dans cette salle. Lorsque son Excellence se tenait près de la table de travail et touchait la figurine, des souvenirs lui revenaient. Il y a de nombreuses années, lorsque Chiron était encore adolescent, il se tenait au même endroit avec le roi. Un peu plus loin, près de la cheminée, un homme s'agenouilla. Il dit, en bégayant un peu, que le royaume de Barton déposerait les armes et deviendrait l'archiduché de Barton. Il jure de servir fidèlement le roi. Le seigneur supplia sa majesté d'avoir pitié d'eux. L'empereur appela le garçon et lui ordonna de surveiller attentivement. Sur la table se trouvait une figurine représentant plusieurs hommes enlacés de serpents. Le roi poussa cette sculpture au sol. Elle s'est brisée en plusieurs fragments, tout comme la statue actuelle. Déjà un triton adulte marmonnait que cet endroit était aussi dégoûtant qu'avant. Jean entra et s'adressa à sa seigneurie. Ils ont amené une sirène. Il fut ordonné de l'amener dans des récipients remplis d'eau. Mais le duc rit et plaisanta sur le fait qu'elle avait poussé des jambes. La servante confirma que la créature se retournait dès que les dernières gouttes d'eau séchèrent sur elle. En effet, la jeune fille se tenait sur deux jambes, soutenue par les bras des chevaliers. Son corps tremblait. Dès qu'elle a été relâchée, elle s'est laissée tomber sur le sol. Chiron lui attrapa le menton et releva son visage. Il a conclu qu'un poisson peut se transformer en une personne. Le corps de la sirène tremblait encore. Le duc a déclaré que Barton gardait une œuvre d'art plutôt intéressante dans son château. Il commença à tourner lentement la tête de la jeune fille dans différentes directions, l'examinant. Puis il remarqua que tout le corps de la sirène était couvert de blessures en lambeaux. L'homme a demandé à Jean ce que c'était, et pourquoi il y avait tant d'écorchures dessus. Les trophées de guerre doivent être manipulés avec précaution. Il demanda donc au domestique de mieux s'occuper de la sirène. Le gars était un peu nerveux, parce que ce n'était pas de sa faute. Les blessures étaient déjà sur son corps lorsque sa seigneurie a cassé l'aquarium. Peut-être qu'ils ont été laissés par l'ancien propriétaire. Les yeux de la sirène s'assombrirent, et elle commença à trembler encore plus. La jeune fille se souvint de la façon dont Barton l'avait sortie du réservoir et l'avait fouettée avec un fouet. Il n'arrêtait pas de répéter que les sirènes versèrent des larmes perlées. Par conséquent, le propriétaire la battait de plus en plus pour la faire pleurer de douleur. Il lui a crié de pleurer, sinon il la battrait à moitié à mort. Ondine était embourbée dans de terribles souvenirs, les yeux grands ouverts. Par conséquent, elle n'a pas immédiatement entendu qu'il s'adressait à elle. Chiron releva la tête par le menton, et lorsque leurs regards se croisèrent, il lui demanda si elle pouvait l'entendre. Son Excellence était simplement fasciné par les yeux de la jeune fille. Il lui caressa doucement la joue avec ses doigts. Il aime ses yeux. Sirène essaya de marmonner quelque chose. Mais Yann a essayé de repousser le monsieur avec sa main. Il lui a demandé de partir. Les chevaliers derrière se sont également tendus et ont dégainé leurs épées. Triton a demandé ce qu'il faisait. Le serviteur s'est excusé et a expliqué qu'on dit que la voix d'une sirène vole l'âme d'une personne. Le commandant en chef se mit en colère. Il a dit à Yann qu'il arrêterait de parler de contes de fées. Le domestique avait déjà dérangé son Excellence une fois en parlant d'eux. Le gars marmonna d'un air coupable qu'il valait mieux être prudent que... À ce moment-là, Londine émettait plusieurs voyelles. Les hommes sursautèrent tous de surprise. Les chevaliers se précipitèrent avec leurs épées. Yang attrapa également le fourreau. Mais le duc les arrêta d'un geste de la main. Pendant ce temps,
La jeune fille continuait à émettre des sons. « J'ai entendu « et Oshu », demanda à nouveau le duc. La sirène serra sa cape et prononça le mot « est », puis ajouta qu'elle le voulait. Sirena a répété, mais plus clairement qu'elle voulait manger, puis a ajouté « nourrir ». Chiron a demandé au serviteur s'il avait entendu. Le gars a confirmé que oui, la fille avait demandé à la nourrir. Sa seigneurie a éclaté de rire. Cela a grandement surpris toutes les personnes présentes, en particulier les guerriers. Ils n'avaient jamais vu rire le commandant en chef. Le duc souleva le visage de la sirène par le menton. Il n'aurait jamais pensé recevoir un trophée aussi intéressant. L'homme a demandé à Yang s'il n'était pas curieux de savoir ce qui se passerait s'ils l'amenèrent dans l'Empire. Le navire glissait sur la surface aqueuse de la mer. Triton se tenait sur la passerelle du capitaine et donnait des ordres. Il ordonna de relever les voiles, car le vent arrière allait bientôt augmenter. Les marins ont immédiatement commencé à s'agiter sur le pont et à resserrer les cordages. Les voiles s'ouvrirent et furent aussitôt remplies de vent. Avec les voiles à pleine vitesse, le navire a commencé à prendre de la vitesse, traversant les vagues à toute vitesse. Un domestique s'approcha du capitaine. Il s'éclaircit la gorge et commença à dire qu'ils étaient sur la route depuis longtemps et qu'ils avaient non seulement maîtrisé les nomades qui attaquaient toujours la frontière ouest, mais qu'ils avaient également réprimé la rébellion de Barton. Il s'avère que l'équipe a quitté les portes du château de Triton il y a près de 6 mois. Chiron commençait déjà à perdre patience et exhorta Ian à entrer rapidement dans le vif du sujet. Le gars était visiblement nerveux et commença à bégayer un peu. Son Excellence réprimanda une nouvelle fois le domestique, lui ordonnant de ne pas tirer le chat par la queue, mais de se mettre au travail. Le subordonné a dit que cela concernait la sirène. Bientôt, le navire entrera dans les eaux de Bercèse. Peut-être y sera-t-il relâché. Car Sa Majesté a ordonné qu'aucun prisonnier ne soit fait au château de Barton. Le duc y réfléchit car, en fait, elle n'est pas une personne, mais un poisson. Il peut être conservé comme représentant d'une autre espèce. Ian a été très surpris et a précisé que c'était comme un animal de compagnie. Chiron n'a pas répondu, mais a seulement demandé ce que faisait la fille. Puis le seigneur rit, croisa les bras sur sa poitrine et commença à savourer l'expression « mon poisson ». Et ça lui a visiblement plu. Les hommes descendent jusqu'à la cabane où se trouvait la sirène. Elle était assise, les bras enroulés autour d'elle, tremblant violemment. Triton a demandé ce qui n'allait pas chez elle. Le domestique répondit que peut-être Londine n'était pas à l'aise dans ses vêtements. Elle tire et déchire constamment sa robe. Monseigneur remarqua que la sirène était très pâle. Il a ordonné de lui donner à manger avant de partir. Jean répondit qu'il lui avait donné le poisson qui se trouvait dans le château. Sa seigneurie fut surprise. Le serviteur expliqua que dans la pièce où était gardée la créature, il y avait des seaux de poisson. Ils ont décidé qu'ils la nourrissaient avec ça, alors ils ont donné leur contenu à la sirène. Le capitaine demanda encore une fois que le poisson était cru. Le subordonné a répondu positivement. Il est peu probable qu'une sirène mange de la soupe ou de la viande frite. Chiron s'assit à côté de la fille. Il lui toucha le visage. Ondine frémit. L'homme lui a ordonné de ne pas trembler. Il pressa sa mâchoire et ouvrit légèrement la bouche de la sirène. Curieux. Sa bouche est chaude et son visage est en mauvaise santé, comme s'il était mourant. La créature toussa un peu. Ian a demandé quoi faire. Peut-être que nous ne devrions pas encore la relâcher à la mer. Alors la sirène gémit. De l'eau. Le duc aboya après le serviteur. Qu'est-ce qu'il vaut? La jeune fille demande de l'eau. Le subordonné a expliqué qu'ils essayaient de lui donner de l'eau. Mais elle n'y a pas touché, même s'il n'y avait qu'une carafe d'eau à proximité. Les serviteurs apportèrent une cruche d'eau. Triton a répondu que la créature est une sirène, et qu'elle a besoin d'eau non seulement pour étancher sa soif. Ian ne comprenait pas ce que voulait dire ce monsieur. Ensuite, Monseigneur a simplement versé toute l'eau directement sur la jeune fille. La sirène prit une profonde inspiration. De l'eau en coulait sur le sol. Le duc lui a demandé comment elle allait, si elle se sentait mieux. Sirène marmonna un merci. Elle tendit la main et voulut dire autre chose. Mais le capitaine s'était déjà détourné et donnait des ordres. Il ordonna qu'un 3e assistant soit appelé pour s'occuper de Londine, et aussi d'appeler sa seigneurie quand elle se sentira mieux. Juste au moment où le capitaine était sur le point de partir, il entendit un faible « Ne pars pas !» Il s'est figé. La créature lui attrapa la jambe et le supplia d'arrêter. Le duc se tourna vers la jeune fille. Elle voulait dire quelque chose, mais elle n'y parvenait pas. Chiron a conclu qu'il n'avait aucune envie de s'attaquer à un animal qui demande beaucoup de temps. Mais il se penchait toujours vers la sirène.
Elle lui tendit la main et lui toucha le visage. Puis elle passa son autre main autour de son cou. L'homme commença à dire ce qu'elle se permet, mais le doigt de la sirène effleura ses lèvres. Leurs regards se croisèrent et ses yeux pétillèrent. La jeune fille lui murmura de ne pas partir. La main touchant son visage commença à faiblir et la sirène commença lentement à glisser vers le bas. Sa seigneurie n'a réussi à la rattraper qu'avant qu'elle ne s'effondre sur le sol. Ondine gisait inconsciente dans ses bras. Sa respiration était à peine perceptible. Le seigneur ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Sous une énorme lune, 2 sirènes étaient assises sur un rocher dans la mer et parlaient. L'aînée a expliqué à son compatriote qu'elle devait le tuer avant d'aller se coucher. La sirène comprendra de quoi elle parle maintenant lorsqu'elle rencontrera sa sérénade. La plus jeune demanda encore. Elle comprendrait certainement en le voyant, puisque pour le moment elle ne comprenait rien. Notre Ondine s'est souvenue de cette conversation lorsqu'elle a vu Chiron pour la première fois derrière la vitre de l'aquarium. Elle le regarda de très près. Cheveux noirs, sourcils larges, cils foncés, yeux jaunes, traits du visage régulier, grand corps en forme. La sirène cherchait une sérénade qui restera toujours gravée dans sa mémoire. Lorsqu'elle le rencontrera, elle pourra donner naissance à la plus belle des sirènes. Mais l'Ondine fut attrapée dans le filet par les marins de Barton. Elle avait alors terriblement peur. Un groupe d'hommes sales se pressait autour d'elle, riant bruyamment et montrant du doigt. Sirène s'est blessée au doigt en essayant de déchirer les filets. Et autour, il y a des visages noirs et des torches. La jeune fille s'est réveillée d'un cauchemar. Elle sentit l'eau. Après avoir recueilli l'humidité vivifiante dans sa paume, la sirène réalisa que c'était la mer. Des pensées joyeuses tourbillonnaient dans sa tête. Elle était enfin de retour dans l'océan. Une voix d'homme dit qu'elle avait à nouveau une queue. La sirène frémit. Encore cet homme. Elle reprit finalement ses esprits et se retourna. La jeune fille vit qu'elle était toujours dans la même cabine, mais dans la salle de bain. Le duc se tenait un peu plus loin, contre le mur, appuyé sur la table. Il tenait un verre à la main et le posa sur la table. Ondine se tourna vers lui. La question dans ma tête était de savoir s'il l'avait mis à l'eau. Elle voulait aussi le remercier, mais elle ne savait pas comment le faire en langage humain. Pendant ce temps, Chiron s'approchait du bain. Il a demandé à la créature si elle se sentait mieux. Elle hocha la tête. Il semble que ce n'est pas en vain qu'il a forcé Ian à remplir le récipient avec de l'eau de l'océan. Sa seigneurie s'assit sur une chaise à proximité et toucha le front de la sirène. L'homme lui a demandé si elle le comprenait. Ensuite, le seigneur se souvint des paroles de la légende selon lesquelles si vous blessez une sirène, vous pouvez mourir. C'est donc une malédiction de mort. La jeune fille regarda Monseigneur si naïvement et à l'aise qu'il pensa que cette créature avait l'air trop stupide pour imposer une telle malédiction. À ce moment, l'Ondine regardait son reflet dans l'eau. La sirène éclaboussa l'eau, ce qui l'amusait. Triton détacha son fourreau et commença à faire un tourbillon dans l'eau. La jeune fille a regardé attentivement, puis a brusquement attrapé l'arme avec ses paumes. L'homme voulut lui demander ce qu'elle faisait, mais la sirène se mit à rire. Le duc ne savait pas comment se comporter. Il voulait prendre le fourreau, mais l'Ondine le tenait fermement. Monseigneur se souvient de son enfance. Lorsque sa mère lui a lu des histoires sur les sirènes, elle a prévenu le garçon. Les sirènes sont très belles, mais vous n'avez pas besoin d'être charmé par leur apparence. Ils séduisent les hommes en chantant et leur jettent des illusions qui rendent tout le monde fou. Puis l'image de Barton mourant est apparue dans ma tête, qui a dit « comme tu es maintenant ». Il a chassé l'obsession. Le fourreau s'ouvrit entre les mains de la sirène et une lame de couteau apparut. La jeune fille s'intéressait au métal brillant. Elle tendit les mains vers lui et commença à caresser l'acier. Chiron lui a demandé de retirer ses mains, mais la sirène n'y a pas prêté attention. Puis il dit plus brusquement, l'Ondine frémit et regarda l'homme. Elle a répété le mot « Ranger ». Mais elle hésita et se coupa avec la lame. Il y avait du sang. Serena ressentit une forte sensation de brûlure. Cette chose était clairement conçue pour causer une douleur terrible. Le duc lui saisit la tête. Même les perroquets connaissent plus de mots. Sa seigneurie a décidé de lui apprendre la langue pendant qu'ils étaient à bord du navire. Il se releva et se dirigea vers la sortie. La sirène s'est occupée de lui. Elle lui demanda mentalement pourquoi il partait. Cela l'effraie probablement qu'elle ne puisse pas parler. La jeune fille lui tendit la main, suppliant mentalement de ne pas partir et promettant d'étudier dur. Mais Triton n'entendit pas ses pensées. Il est sorti et a claqué la porte. Chiron et sa suite galopaient à cheval dans les rues de la capitale. Les gens s'inclinèrent devant le cortège. Derrière lui se trouvait une grande voiture fermée tirée par une paire de chevaux.
L'un des chevaliers essaya de regarder à l'intérieur. Il a demandé au vice-commandant ce qu'il y avait dans la charrette. Mais Ian a répondu que, malheureusement, le chef avait interdit d'en parler. Le guerrier soupira de déception. Le duc remarqua que les habitants avaient toujours peur de lui. Les gens tremblaient en baissant les yeux. Il semblait que les guerriers n'étaient pas venus avec la victoire, mais dans le but de les capturer. La rumeur veut qu'un simple regard dans les yeux du commandant réduise un homme en cendres. Yang expira bruyamment. Le défunt empereur a grandement ruiné la vie de mon seigneur. Il a contribué à l'image de sa seigneurie en tant que faucheuse ultime. Le sujet regarda autour de lui. Il comprenait que ce n'étaient que des conversations vides de sens, et qu'il ne servait à rien d'y attacher de l'importance. Après tout, tout va bientôt se calmer. Exactement. Tout ira bien. La charrette grondait et claquait dans les rues pavées. Une main apparut sous la couverture à l'intérieur du chariot, puis le visage d'une sirène curieuse. La servante Anna marchait dans les couloirs du palais. Il transportait un seau plein de poissons crus et de calamars. Un autre travailleur l'a appelée et lui a demandé où elle allait. La jeune fille a répondu qu'elle devait regarder dans la cuisine. Une autre femme de chambre s'est jointe à la conversation. Ils s'informèrent de la cuisine et à telle heure. Les femmes se mirent à rire ouvertement. Puis ils ont plaisanté en disant que elle avait déjà besoin d'être nourrie. Les servantes feignaient de regretter que la jeune fille ne soit là que depuis quelques mois, mais qu'elle doive faire un travail si dur chaque jour. Anna sourit. Ce n'est pas si mal. Les ouvriers en doutaient. Ils ont juste entendu parler de tout. Toutes les servantes ne parlent que de cela, de la façon dont elles trouvent un moment libre pour se serrer les coudes. On dit que sa seigneurie a amené ici sa maîtresse. Et pas seulement une sirène ordinaire, mais une vraie sirène. Anna fronça les sourcils à ces mots. Les femmes ont continué à raconter comment les sirènes tuent les gens avec leurs chants. Ce n'est même pas comme ça. Les gens meurent rien qu'en entendant leur voix et ainsi de suite. La jeune fille avait déjà arrêté de les écouter et continuait ses affaires. Elle était en colère contre les servantes bavardes. Après tout, si les sirènes étaient capables de tuer avec leur seule voix, Anna serait allongée sous terre depuis longtemps. Elle frappa à la porte et entra dans la pièce. Dans la pièce, une sirène aux cheveux roses était assise dans une grande mare d'eau. La femme de ménage s'est excusée d'être en retard. Ondine était ravie de la visiteuse et lui dit bonjour, mais ne l'appela pas par son nom complet, mais simplement « An ». La femme de ménage s'est approchée de la piscine avec un seau. Elle corrigea la sirène en lui indiquant qu'elle s'appelait Anna et non Anne. La sirène clarifia et appela Anne. La femme de chambre a de nouveau appelé Anna. Puis elle expira, impuissante. La dame est si douée pour d'autres mots, mais pour une raison quelconque, son nom n'en fait pas partie. Ondine rit en s'accoudant à la rambarde du char. Tout ce qu'elle faisait, c'était rester assise toute la journée dans l'eau et mâcher du poisson cru. L'ouvrier a rapproché le seau de poisson et a proposé de nous aider. Elle a remarqué que la dernière fois, la sirène aimait les calamars. Alors aujourd'hui, elle en a apporté plus. La nymphe des eaux sortit le calmar du seau et dit joyeusement merci. Anna était heureuse que la dame se souvienne des mots de gratitude. Des pas ont été entendus devant la porte. La sirène se figea avec le calmar dans les mains. La femme de chambre a demandé si la fille attendait quelqu'un. La sirène répétait « En attente ». La femme de chambre a expliqué qu'en d'autres termes, cela signifie vouloir voir quelqu'un. Si vous y réfléchissez ainsi, alors lorsque la dame sirène est arrivée, le comte John von Luthern venait souvent la voir au cours des premiers mois. Par conséquent, Anna a demandé que peut-être Londine attendait Jean. La jeune fille répéta le nom. Elle pensait que peut-être le nom de son sauveur aux cheveux noirs était Yang. En se souvenant de lui, ses joues sont devenues roses, ce que la servante a remarqué. L'ouvrier s'est assis au bord de la piscine. Elle demanda à la nymphe ce qu'elle aimait tant chez lui, sa beauté ou sa noble naissance. La sirène a répété le mot « j'aime ». Et puis elle s'est exclamée joyeusement que oui, « j'aime bien Yann ». Anna commença à caresser les cheveux de la sirène. Elle remarqua que le comte avait complètement cessé de lui rendre visite. Alors pourquoi l'aimait-elle? La jeune fille devint complètement pensive. La servante lui a demandé de se retourner. Elle voulait se tresser les cheveux. Ondine se souvenait de la façon dont Chiron lui avait touché les cheveux et le visage. Elle pense à lui tout le temps maintenant. C'est son homme, sa sérénade. Tout est comme les sœurs l'ont dit. Ce n'est que lorsqu'elle a vu cet homme que la sirène a immédiatement réalisé qu'il était à elle. C'est pourquoi elle l'attend, peu importe le temps que cela prend. Attendre n'est rien pour la nymphe. La servante avait ses cheveux roses tressés en une tresse épaisse. Elle a dit qu'elle s'éloignerait 1 minute pour récupérer ses bijoux de cheveux.
Ondine hocha la tête. Les sœurs lui apprirent qu'il fallait attendre très longtemps pour recevoir sa sérénade. Emportée par ses pensées, la sirène plongea dans l'eau et souffla des bulles avec son nez. On frappa à la porte. Sirène se tourna, pensant que c'était Anna qui était revenue. Mais Triton entra dans la pièce. Il lui a demandé qui elle attendait. L'homme se pencha et s'assit sur le côté. La nymphe était confuse et le regardait droit dans les yeux. Chiron a dit qu'elle avait l'air drôle et qu'elle n'avait pas encore appris à parler. Puis il lui a demandé pourquoi elle était encore sans queue. La jeune fille lui a demandé un nouveau mot. Monseigneur lui toucha les pieds, indiquant qu'il était là. La sirène y réfléchit. Depuis son arrivée ici, la jeune fille n'a pas pu se transformer en sirène. Elle se demandait quel était le problème. Peut-être à cause de l'eau, elle n'a pas la même odeur que la mer. Elle l'appelait déjà mentalement Yang, mais prenant le liquide dans ses mains et le lui tendant, elle dit « de l'eau ». Sa seigneurie ne comprit pas ce que la nymphe voulait dire. La sirène était désespérée. Elle lui tendait toujours ses paumes humides et secouait la tête. Puis elle a dit « Yang, de l'eau ». Monseigneur fronça les sourcils en entendant le nom du comte. La porte frappa et une femme de chambre entra dans la pièce. Elle eut peur pour sa maîtresse et repoussa le duc de la piscine de toutes ses forces. Ensuite, Anna a serré la sirène dans ses bras et a crié à l'homme qui il était et comment avait-il osé faire irruption dans la chambre de la fille alors qu'elle était seule. Et elle ajouta que le seigneur devait partir immédiatement. Sa seigneurie a été touchée à la tête, alors il a saisi son front avec sa main. Il se releva rapidement et demanda avec indignation comment elle avait osé lui ordonner de partir. La servante serrait toujours sa maîtresse dans ses bras, la protégeant de l'homme inconnu. Chiron, se frottant toujours le front, lui demanda si elle était sûre que cela lui était adressé. La femme de chambre s'est mise à crier. Elle a crié qu'elle en était complètement sûre. La sirène a essayé de l'appeler, mais Anna a continué à être indignée que ce fou oserait. Elle n'a pas fini. La jeune fille frémit même à sa supposition. Bégayant, elle s'adressa à sa seigneurie. Le duc, toujours en train de pétrir les parties meurtries de son corps, demanda si une nouvelle règle avait été introduite ici pendant son absence. Il lui faut désormais une autorisation pour voir sa propriété. La servante se prosterna devant Monseigneur. Elle s'excusa sincèrement, car elle venait seulement de travailler au château et ne pouvait pas reconnaître le maître. Son corps tremblait de peur. Anna a admis qu'elle méritait de mourir. Triton prit la poignée de son épée. Il reconnaît que la servante fait bien son travail, mais qu'elle doit savoir à qui elle sert. Le seigneur dégaina son épée. La travailleuse a commencé à bégayer encore plus, et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Sirène tressaillit à la vue de la lame en acier. En criant « Non !», elle a sauté hors de la piscine et a serré les hanches de l'homme. Elle répéta encore « Yann, non !». La nymphe regarda Chiron dans les yeux et le rappela Yann. Mentalement, elle lui a demandé de ne rien faire. Elle se souvenait que c'était une chose dangereuse, conçue pour blesser les gens. Puis elle a prononcé les mots « non » et « merci ». Monseigneur rit. Il a expliqué que dans une telle situation, ils ne disent pas « merci », mais demandent une faveur. Sa seigneurie se pencha et souleva la tête de l'ondine par le menton. La sirène répéta le mot « service ». L'homme remarqua que la jeune fille avait appris de nouveaux mots. En vain, il la croyait idiote. Il lui a ensuite serré l'avant-bras et a résumé qu'il y avait de la viande sur les os. Triton souleva l'ondine. En la regardant dans les yeux, il remarqua que maintenant elle savait même sauter dans ses bras. Monseigneur a fait l'éloge de son poisson. Que doit-il faire maintenant? Depuis qu'elle a arrêté sa lame, il réalisera son souhait. Chiron a demandé si la sirène voulait qu'il tue cette servante. Elle a demandé ce que signifiait « tuer ». Anna frissonna et sanglota encore plus. Elle croisa les mains en signe de supplication et lui demanda d'avoir pitié et de ne pas la tuer. Triton a clarifié, car la servante elle-même a dit qu'elle méritait de mourir. La servante lui répondit qu'elle avait commis une erreur et le supplia de lui pardonner. Elle fera n'importe quoi. Épargnez-la. La nymphe marmonna le mot miséricorde. Chiron se pencha près de l'oreille de la jeune fille et lui dit d'essayer de dire « épargne-la ». Elle doit le dire elle-même, et alors il laissera Anna en vie. Sa seigneurie prit la sirène par les bras au-dessus des coudes et lui ordonna de dire « Je vous en supplie, ayez pitié d'elle ». La sirène a murmuré « épargnez-la », puis a dit plus fort et plus clairement « épargnez-la », et a ajouté « s'il vous plaît ». Le duc se pencha droit sur le visage de l'ondine et passa sa main le long de son dos. La jeune fille l'appelait Yann, d'un air interrogateur. Monseigneur repoussa la nymphe et ajouta avec condescendance qu'il tiendrait parole.
mais l'ouvrier doit lui apprendre à mieux parler. La servante se rapprocha de la sirène et la serra dans ses bras. La propriété de Triton doit connaître son nom. Et le seigneur espère que la prochaine fois il n'entendra parler d'aucun Yann. Sa seigneurie remit la lame dans son fourreau et se dirigea vers la sortie. Anna a remercié et a promis de tout apprendre à la sirène. Plus tard dans la soirée, Monseigneur s'est allongé sur le canapé. Le comte vint à sa rencontre. Le subordonné s'inclina et dit qu'il avait entendu parler de sa rencontre avec la sirène, et que la nouvelle servante était impolie envers le maître. Yann s'est excusé. Il se sentait coupable de ne pas avoir correctement formé son personnel. Le duc a noté que les rumeurs circulent rapidement. Puis il ajouta qu'elle lui avait demandé de l'épargner. « Ça ?» demanda encore le comte. Sa seigneurie jouait avec un flacon de médicaments dans ses mains. Il expliqua que la sirène lui avait demandé une faveur. Alors elle a dit « Épargnez-la, s'il vous plaît. » C'est un peu étrange. Il se souvenait de Barton. Il n'y a rien de plus angoissant que de voir quelqu'un jeter le reste de sa fierté et s'effondrer à ses pieds, implorant grâce. Mais ce poisson avait quelque chose de spécial dès l'instant où il le regardait. Il y avait quelque chose d'inhabituel. Le gars a voulu clarifier, mais Chiron a bu une gorgée de médicaments et a dit que le décompte pouvait continuer. Yang a remarqué que ces derniers temps, le monsieur était devenu très accro à ce médicament. Il craignait que cela puisse affecter sa santé. Sa seigneurie regarda son camarade d'un air menaçant. Est-il vraiment préférable pour lui de souffrir d'insomnie pour le reste de sa vie plutôt que de devenir dépendant des médicaments? Alors Monseigneur lui aboya dessus pour ne pas le forcer à répéter, mais simplement pour qu'il s'en aille. Le comte s'en alla. Il y avait une sensation palpitante dans mes tempes. Triton porta la main à sa tête et ferma les yeux. Des images ont immédiatement commencé à apparaître sous mes yeux. D'abord le duc de Barton, qui répétait que le seigneur n'était que le petit chien de l'empereur. Alors la servante suppliante, les larmes aux yeux, dit qu'elle ne voulait pas mourir. Puis un autre fantôme mourant l'appela et lui tendit les mains. La dernière à apparaître était l'image d'une sirène, qui a d'abord demandé à l'épargner. Et puis elle lui toucha le visage et l'appela par son nom. Chiron ouvrit les yeux. Comme il est fatigué de tout cela. Par une belle journée d'été ensoleillée, dans l'une des pièces du château, le claquement des pieds nus sur le sol en marbre se fit entendre. Sirène s'entraînait à marcher. Ses jambes tremblaient, et ses pas n'étaient pas entièrement assurés. Mais elle essaya. Anna a aidé sa maîtresse à faire face, l'a encouragée et, si nécessaire, l'a soutenue. Petit à petit, la nymphe apprit à marcher. La servante était contente, car aujourd'hui, la sirène a fait 2 pas de plus. Ondine se réjouit également de son succès, car désormais elle pourra sortir. C'était incroyable. Après s'être reposée un peu, la jeune fille recommença à faire des pas. La servante a demandé si la maîtresse voulait toujours s'entraîner, confirma la jeune fille. L'ouvrier a été touché par l'insistance de la sirène. Elle lui rappelait ses frères et sa sœur. Anna venait d'une famille nombreuse. Elle était l'aînée. Il y avait aussi 2 frères et une sœur. Sirène répéta les mots « frère »,« sœur ». La famille vivait mal. Alors les parents travaillaient toute la journée et la femme de ménage devait s'occuper des plus jeunes. La femme de ménage leur a changé les couches, les a aidés à faire leurs premiers pas et bien plus encore. Mais les enfants ne l'écoutaient pas du tout. Et parfois, la fille était prête à s'arracher littéralement les cheveux, mais ils forment une famille et elle les aime. Anna se tourna alors directement vers la nymphe. Après tout, si elle n'avait pas arrêté le duc, la servante ne les aurait jamais revus. La servante remercia la dame et versa quelques larmes. Soudain, des cris se firent entendre tout près. Une dame blonde jurait et se battait pratiquement avec les servantes. Elle a crié qu'elle voulait rester un autre jour et a demandé ceux qui n'allaient pas chez eux. Anna a caché la maîtresse derrière une colonne. Les servantes ont dit aux dames qu'elle ne faisait que suivre les ordres. Sa seigneurie a donné l'ordre de la renvoyer chez elle dès qu'elle se réveillerait. L'employé réfléchit un instant et devina à quelle femme la femme de chambre parlait. Elle murmura à l'oreille de la sirène que la nuit dernière le seigneur avait invité une femme chez lui. Apparemment, c'était elle. La sirène demanda ce que signifiait inviter. Anna a expliqué que cela signifiait qu'ils avaient repassé la nuit ensemble. Sirène fut surprise et commença à se rappeler où elle l'avait entendu. Les sœurs disaient que pour donner naissance à un enfant, il fallait passer la nuit avec sa sérénade. Les cris des femmes continuaient. Les servantes ont essayé de faire sortir la femme, mais elle a lutté, pensa la servante. Donc les rumeurs sont vraies. Monseigneur renvoie toujours les femmes chez elle le matin après les avoir invitées. Puis elle reprit ses esprits et, tirant la maîtresse, lui proposa de déménager ailleurs.
La sirène essaya de s'arrêter, mais Anna la portait de plus en plus loin. Elle aurait aimé pouvoir demander à la dame ce que c'était que de passer une nuit avec une sérénade. Il y a 10 ans, le jeune Chiron se tenait sur le champ de bataille aux côtés du roi. Un homme s'est agenouillé devant eux, les mains liées derrière le dos. Le garçon tenait la lame nue et tremblait de partout. L'empereur a crié après le garçon. « Pourquoi est-il resté cloué sur place? Nous devons déjà l'achever. » Chiron frissonna, des larmes coulant de ses yeux. Il ne pouvait pas le faire parce que cet homme était son mentor. Le roi était en colère. Il a dit qu'il n'enseignait plus aux gars. Ce n'est qu'un traître qui voulait les tuer en vendant des informations à l'ennemi. Le garçon avait encore des doutes. Il espérait qu'il y avait peut-être un malentendu. Chiron a demandé à son frère, c'est-à-dire Sa Majesté, toujours tremblant et sanglotant. L'empereur lui donna une gifle retentissante. Le garçon chancela, touchant la zone meurtrie. L'empereur se demandait quand son jeune frère deviendrait un membre normal de la dynastie régnante. Puis, pointant du doigt l'homme, il dit que l'empereur ordonnait de le tuer. Il faut prouver que le gars est prêt à se tenir à côté du monarque. Ou alors il pense toujours qu'il a le choix. Des larmes coulaient sur les joues de l'enfant et coulaient sur le sol. Il leva son épée mais se tourna toujours vers Duncan. Chiron ne croyait pas que son mentor puisse être un traître. Après tout, il lui a enseigné pendant tant d'années, et il ne pouvait pas l'oublier. L'homme restait silencieux. Le garçon a crié à Duncan pour lui dire que ce n'était pas de sa faute. Alors le frère du roi fera tout ce qui est en son pouvoir. Le mentor a regardé l'étudiant et lui a dit de faire ce que Sa Majesté avait ordonné. Il n'est pas nécessaire de résister. Le criminel attend sa punition. Son Altesse s'est souvenu d'une leçon. Duncan a expliqué que la lame est la canne du dirigeant. Il doit toujours s'appuyer sur lui pour se rapprocher de ce qu'il désire. L'épée n'a pas été créée pour tuer et mutiler aveuglément les gens. Et Chiron doit reprendre la lame pour le bien-être de son peuple. Le gars a rassemblé ses forces, ses pupilles se sont rétrécies, les larmes n'avaient pas encore séché dans ses yeux. D'un seul coup d'épée, l'ennemi tomba sans vie. Ceux derniers mots furent que le duc devait survivre. Sa seigneurie s'est réveillée de ses souvenirs et a pris une profonde inspiration. Il se leva du canapé et alla ouvrir la fenêtre. Des voix se sont fait entendre dans la rue. Anna a demandé à la dame sirène de s'arrêter. Monseigneur a regardé par la fenêtre. Il a vu une sirène courir sur le chemin et rire. Et la bonne essayait de la rattraper avec des chaussures à la main. Elle a crié qu'elle devait d'abord mettre ses chaussures. Tard dans la nuit, un autre flacon de médicaments est tombé au sol avec un bruit sourd. Chiron était assis sur le canapé, se tenant la tête. Tous ces médicaments étaient inutiles. Peu importe ce qu'il prenait, il n'y avait aucun résultat. Les fantômes du passé se tendaient toujours vers lui et lui attrapèrent les jambes. Si toute sa vie se passe comme ça? Le duc y réfléchit. Il se souvenait de la sirène qui courait joyeusement et des paroles de sa mère. Les sirènes sont plus belles que n'importe qui, mais vous ne pouvez pas vous laisser tromper par leur apparence. Ils disent qu'ils peuvent emporter les âmes avec leurs chansons. L'homme sourit à l'idée de voler des âmes. Baissant la tête, Monseigneur marmonna que ce serait peut-être encore mieux. Ian a couru vers sa seigneurie. Voyant un tas de verres brisés aux alentours, il demanda ce qui se passait. Le seigneur regarda le comte d'un air terne et dit qu'il était arrivé à l'heure et demanda d'amener la sirène immédiatement. La sirène marchait accompagnée d'un chevalier. Son armure résonnait dans le silence nocturne du château, résonnant dans toute la pièce. La nymphe s'appuya sur la main du guerrier. Mais à un moment donné, ses jambes se sont emmêlées dans une longue robe. Sirène s'arrêta pour soulever son ourlet. Le soldat lui a demandé ce qui n'allait pas chez elle. La fille a demandé d'attendre un peu. L'homme, la regardant dans les yeux, rougit et se détourna. Il répondit que le duc lui ordonnait de venir immédiatement. La nymphe se demandait ce que cela signifiait venir. Le chevalier amena la sirène dans les appartements du maître. Il a indiqué qu'elle devait y aller. Elle continuera sans lui. Juste derrière la porte se trouve le salon qu'il faut traverser. Tournez ensuite à droite et vous verrez la chambre de sa seigneurie. La jeune fille écoutait très attentivement. Lorsqu'elle arriva enfin, Chiron l'y rencontra. Il a dit qu'il avait dû attendre longtemps la sirène. Elle s'arrêta à l'entrée et attrapa la cloison. Monseigneur portait une chemise blanche déboutonnée sur la poitrine. Ses cheveux étaient ébouriffés et son regard était dur. Il lui a demandé si elle avait appris à marcher. Ondine rayonnait. Oui, elle a beaucoup marché. Le duc se dirigea vers le lit et s'assit dessus. Puis l'homme invita la sirène à essayer de venir directement vers lui. La jeune fille se concentra et commença à marcher petit à petit avec les jambes tremblantes. La longue robe ornée de nœuds gênait. Alors elle s'est à nouveau emmêlée dans les jupes et est tombée.
Le Seigneur sourit et lui demanda ce qui n'allait pas chez elle. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. La sirène se tendit et commença à monter lentement. Son corps tremblait. Elle souleva l'ourlet de sa jupe et se dirigea lentement vers Chiron. La sirène a dit joyeusement « Ça a marché !» Mais l'homme l'a tirée par la main, l'a laissée tomber sur le lit et a plané au-dessus d'elle. Il fallait qu'elle arrive ici. Le duc leva la jambe. Il lui a demandé depuis combien de temps elle marchait tant ses jambes étaient si chaudes. La jeune fille le regardait avec de grands yeux incompréhensibles. Le seigneur lui serra légèrement la cheville et lui demanda si elle était fatiguée. La nymphe des eaux rougit un peu. Elle a répondu que tout allait bien. Sa seigneurie, ne lâchant toujours pas sa jambe, s'est inclinée plus bas et a dit que c'était génial à ce moment-là et m'a demandé de chanter pour lui. Sirène le regarda dans les yeux et ne comprit pas. L'homme toucha ses lèvres avec ses doigts et lui demanda encore une fois de chanter pour lui tout de suite. Quand Chiron était petit, il s'asseyait sur la plage et regardait la mer pendant des heures. Il écoutait le bruit des vagues, respirait l'arôme de l'océan, observait le flux et le reflux des marées. Son mentor s'inquiétait du comportement de son élève. Il le retrouva sur la plage. Et même le vent froid n'était pas un obstacle. Duncan demanda au jeune duc si c'est eux qui le dérangeaient, puisqu'il passait toute la journée à regarder la mer. Le garçon a répondu que la mer le fascine. Alors il la veut pour lui-même. Il veut le toucher de ses propres mains au moins une fois. Et maintenant, plusieurs années plus tard, Chiron possédait la mer sous la forme d'une sirène. Il lui caressa le visage et lui demanda pourquoi elle se taisait, pourquoi elle ne chantait pas la chanson. La nymphe demanda quelle était cette chanson. Sa seigneurie fut surprise. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne leur a pas enseigné. Ou bien elle avait peur d'enseigner, sachant qu'ils étaient maudits. Tout le monde promet d'abord de servir de tout son cœur, jure allégeance. Mais en fin de compte, il ne peut pas cacher son essence pour toujours. Cette sirène est un monstre. Cela signifie qu'elle peut définitivement le tuer. Monseigneur rit. On dirait que ces gens stupides l'ont vraiment gardé comme un simple poisson dans un aquarium. L'homme prononça l'un des noms des mers. Bercé et demanda à la nymphe si elle connaissait ce nom. Sirène ouvrit les yeux et la bouche. Chiron vient de parler leur langue. Sa seigneurie remarqua la réaction de la jeune fille et devina que les sirènes parlaient réellement une langue ancienne. La nymphe hocha joyeusement la tête en réponse. Et bercée signifie apparemment berceuse. Le duc s'allongea sur le côté, le lit craquant sous lui. Il caressa la joue de la jeune fille et lui demanda de chanter berceuse. Elle tourna la tête vers lui et le regarda attentivement. L'homme se dépêcha, touchant ses lèvres. La sirène commença à émettre des sons mélodieux. Le seigneur écoutait attentivement. Mais ce n'était pas une chanson, mais un sortilège qui réveille de très vieux souvenirs. Il pleut et le vent pousse les vagues qui s'écrasent contre le rivage. Le garçon va dans les profondeurs de l'eau. Il dit alors qu'il voulait prendre possession de la mer, mais qu'en réalité il voulait seulement tomber dans ses bras. Vous ne sentez plus le sol sous vos pieds. Il y a tout autour un solide mur d'eau qui vous endort par son balancement mesuré. Un petit point de lumière est visible à travers l'abîme, et la profondeur vous entraîne plus profondément dans la sérénité. Si seulement le gars pouvait le toucher et mourir sans crainte. Si seulement il pouvait mourir en mer. Chiron regarda dans les yeux de la sirène et se noya au fond de ses yeux bleus. Il l'enveloppait de plus en plus. Maintenant, je comprends pourquoi il l'a amené ici. Lord lui-même a soutenu que les contes de fées sont de simples fables. Mais en fait, il voulait apparemment que la nymphe le charme et le tue. Le duc caressa le visage de la jeune fille puis l'embrassa. Sirène était stupéfaite. Elle a essayé de découvrir ce que c'était, mais l'homme lui a dit de continuer à chanter bercé. Il n'a pas demandé à s'arrêter. Sa seigneurie toucha les cheveux roses, remontant jusqu'à ses lèvres. Il lui murmura de continuer jusqu'à ce qu'elle l'avale complètement. La sirène, rougissante, continuait à ronronner la mélodie. Monseigneur commença à embrasser la nymphe jusqu'à ce qu'il soit complètement perdu dans les sensations et les sons de la mélodie. Le lendemain matin, la sirène s'est réveillée et s'est soudainement levée sur le lit. Elle regarda autour d'elle, essayant de reconstituer les événements de la nuit dernière. En voyant Chiron à proximité, elle frissonna. C'est vrai, ils se sont endormis comme ça hier. En se souvenant du baiser, la jeune fille rougit immédiatement. Elle se demandait ce qu'il lui avait fait hier. C'était quelque chose qui la chatouillait et lui faisait palpiter le cœur. Cela signifie que rencontrer une sérénade évoque de tels sentiments. La nymphe tendit soigneusement la main vers ses lèvres et les toucha. L'homme s'est réveillé brusquement. Elle n'a donc même pas eu le temps de réagir. Il lui a immédiatement saisi la gorge à deux mains et a commencé à la serrer.
La jeune fille a résisté et a crié. Elle a commencé à s'étouffer et à avoir une respiration sifflante. D'une manière ou d'une autre, la sirène a murmuré « Lâche prise ». La sirène était presque essoufflée. Elle attrapa les mains du duc et essaya de les retirer. Elle souffrait. La nymphe lui cria de toutes ses forces de la laisser partir. Le seigneur recula devant son cri et sembla se réveiller d'un rêve. Il dégrafa instantanément ses doigts. La jeune fille toussa en essayant de reprendre son souffle. L'homme reprit enfin ses esprits et regarda autour de lui. Il vit une lumière vive à la fenêtre. C'est étrange, le soleil s'était déjà levé. Mais il n'a rêvé de rien. Sa seigneurie se pencha vers Londine et lui demanda si elle allait prendre son âme. Si oui, alors il en aura besoin. Sirène ne le comprenait pas du tout. De retour chez elle, la sirène partagea ses émotions avec Anna. Elle a bombardé la dame de question. Elle a embrassé le duc hier. C'était un nouveau mot pour la fille. La femme de chambre a expliqué que c'est à ce moment-là que les lèvres se touchent. Mais elle m'a demandé de ne pas faire ça à d'autres personnes. Cela s'appelle un baiser. Les baisers sont très importants. Ils sont quelque chose de spécial. Et ils ne le font qu'avec ceux pour qui il y a des sentiments. La nymphe lui toucha la joue. Sentiment. Elle se souvint de la façon dont elle et Chiron étaient allongés dans le lit, et il lui caressa la joue. Comment il a embrassé ses lèvres, ses paumes. Cela signifie qu'il la considère comme sa compagne. Et donc Monseigneur lui a donné un nom. Mélusine. Triton n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Il a essayé de comprendre. Après la mort du dernier empereur, il n'a pas pu dormir normalement, même avec des somnifères, pendant 5 ans. Yang se demandait si cela pouvait être l'influence de la sirène. Si c'est le cas, alors aujourd'hui, sa seigneurie aussi. Chiron l'interrompit, lui demandant si c'était exactement de cela qu'il était venu parler tôt le matin. Pour le moment, le seigneur n'est pas du tout au courant des affaires récentes du marquis de Guesnal. Le comte reprit rapidement ses esprits et, fouillant dans les papiers, trouva le rapport. Le marquis a doublé cette année le nombre de ses soldats. C'est par rapport au passé. Et d'ici la fin de cette année, il prévoit de tripler leur nombre. Hors nobles qui ont soutenu le renversement de l'empereur précédent. Les travaux furent principalement réalisés dans le palais impérial ou dans la capitale. Presque tout le monde est d'accord et le soutient. Sa seigneurie a remarqué que tout était pire qu'elle ne le pensait. Ian a accepté. Il demanda s'il fallait envoyer des gens au marquis. Monseigneur secoua la jambe alors qu'il s'asseyait sur sa chaise. Il a répondu que dans 2 mois, ces personnes ne seraient plus nécessaires. Nous surveillons donc pour l'instant. Après une courte pause, Chiron s'adressa à son subordonné par son nom complet. Il était un peu surpris. Le duc lui demanda alors s'il en était sûr. Le comte ne comprenait pas ce qui se passait. Le seigneur a insisté sur le fait qu'il comprenait. Il a demandé si Ian était sûr de vouloir devenir un rebelle avec lui. Triton fit une pause pendant un moment puis continua à parler. Il est peut-être trop tard pour en discuter. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre le plan. Pour avoir soutenu son plan, Ian pourrait être en danger. Chiron a demandé au comte d'être prudent, car il était son assistant, et pas seulement un serviteur. Le gars a continué à tenir une pile de documents dans ses mains. Il se tourna vers Monseigneur et lui dit que les aspirations du duc étaient également les siennes, et il a demandé la permission de l'accompagner jusqu'au bout. Monseigneur gloussa, savourant la phrase « Vos aspirations sont mes aspirations ». Il a remercié son subordonné pour ses paroles et l'a relâché. Ian se tourna pour partir, mais suggéra finalement que, si nécessaire, il enverrait à nouveau la sirène pour la nuit. La main du seigneur sur la coudoir trembla. La sirène était vraiment utile. Sa seigneurie a allumé un cigare. Soufflant des bouffées de fumée, l'homme se mit à réfléchir. Combien de fois doit-il écouter sa chanson pour tomber dans le sommeil éternel? On frappa à la porte et un chevalier regarda dans la pièce. Il a dit que le monsieur avait demandé à ramener Londine. La servante était en train de terminer la toilette de la nymphe, lui attachant un collier autour du cou. Anna était ravie. Après tout, elle a dit que le maître la rappellerait. Il aimait vraiment la sirène. C'est bien que la femme de chambre l'ait préparée à l'avance. Serena était assise dans une belle robe avec un corset. Elle lissa ses cheveux et répéta le mot « J'ai aimé ». Alors que le chevalier emmenait la jeune fille, la servante lui demanda de faire attention. Le guerrier soutenait soigneusement la nymphe, l'aidant à marcher. Anna s'occupa d'eux et réalisa que le chevalier traitait également sa maîtresse avec soin. Elle a passé la nuit avec le duc et reste toujours au château. C'est la première fois. Sa seigneurie ressent clairement quelque chose de spécial pour elle. Le sol craqua sous les pieds de la sirène lorsqu'elle entra dans les appartements de Monseigneur. La pièce était complètement sombre.
La fille regarda autour d'elle, essayant de voir au moins quelque chose. Elle se demandait où était Chiron. Soudain, des bras s'enroulèrent autour de sa taille par derrière, et une voix masculine l'appela Mélusine, et lui dit qu'il attendait. Sirène frissonna et Triton commença à l'examiner et à la toucher. Il remarqua qu'aujourd'hui la nymphe était particulièrement élégante. La fille se figea. C'était désagréable pour elle quand il la touchait là. Sa seigneurie jouait avec les détails de ses vêtements. La sirène a demandé à attendre, mais le duc a pensé qu'elle était mal à l'aise et il a décidé de l'aider. Ils ont accidentellement attrapé le collier et les perles éparpillées sur le sol. L'homme se pressa contre son cou par derrière, respirant l'odeur de sa peau. Il marmonna quelque chose à propos de la servante maladroite et de l'odeur différente de la nymphe maintenant. Puis il invita Mélusine à se déshabiller. La jeune fille était confuse. Elle ne comprenait pas comment l'enlever ni ce qu'elle devait faire. Les mains de Chiron parcouraient ses rubans et ses cravates. Puis il s'est rendu compte qu'elle ne savait pas filmer tout ça. Sa seigneurie s'assit sur le lit. Ondine se tenait devant lui. Il tira doucement sur la bande du corset, disant qu'il n'aimait pas les animaux qui nécessitaient trop d'attention. Dès que toutes les attaches furent conquises, la robe tomba aux pieds de la gagnante. Sirène n'est restée que dans sa chemise. Elle était un peu confuse et rougit immédiatement. Monseigneur, en la regardant, fut surpris de la réaction. Il demanda ce qui s'était passé et supposa que la nymphe avait décidé d'être timide. Mais Mélusine faillit sauter de joie. C'est beaucoup plus pratique pour elle. Elle a remercié l'homme. Chiron sourit. Elle était heureuse à cause d'une si petite chose. Si elle était vraiment reconnaissante, alors... Il l'attrapa par la taille et la tira sur ses genoux. La sirène n'eut que le temps de halter. Tenant la jeune fille dans ses bras, Triton lui demanda de commencer son travail. Il a demandé à chanter Bercèse. La sirène sourit et les sons enchanteurs de la mélodie coulaient de ses lèvres. Les rayons du soleil pénétraient déjà à travers les rideaux jusqu'aux fenêtres. Mélusine cligna des yeux en se réveillant. Elle regarda les fenêtres et réalisa que c'était déjà l'aube. Puis la nymphe regarda le duc endormi à proximité. Elle aime tellement que Chiron soit toujours là ces derniers temps. Mais c'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas embrassée comme la dernière fois. C'était tellement agréable. Elle lui lissa soigneusement les cheveux. Comme ils passent souvent des nuits ensemble, cela signifie qu'elle peut tomber enceinte. Siréna espérait que cela arriverait bientôt. Elle admirait les traits de son visage. Il a des yeux et un nez incroyablement beaux. Elle lui caressa doucement les pommettes du bout des doigts, puis l'embrassa légèrement sur le front. Sa seigneurie ouvrit les yeux et la regarda. La jeune fille a eu peur et s'est couverte la bouche avec ses mains, mais Chiron réussit à lui attraper la main. Il était superbe sous le soleil du matin. L'homme sourit et taquina Mélusine avec une feinte surprise qu'elle puisse faire ça aussi. Milord lui tenait toujours la main d'une main et lui attrapait doucement l'arrière de la tête de l'autre. Il a demandé de ne pas se détourner. Triton couvrit les lèvres de la sirène des siennes, leurs langues s'entrelaçant dans un baiser. Sa seigneurie a pressé la sirène contre le lit avec son corps. Avec sa main gauche, il souleva sa cuisse et la serra encore plus près. Mais la fille toussait. Elle n'avait pas assez d'air. Chiron a dit de respirer par le nez. C'est pourquoi ils s'embrassaient uniquement avec leurs lèvres. Il vous montrera comment bien faire les choses. Elle a juste besoin de se détendre. Et l'homme embrassa de nouveau la nymphe. Le jour, Mélusine se promenait dans le jardin. Anna a couru après elle avec ses chaussures. Elle lui a proposé de mettre ses chaussures. Mais la sirène ne voulait pas. Elle était déjà à l'aise. C'était tellement beau tout autour. De nombreuses fleurs dégagèrent des parfums différents. Ondine grimpa dans le parterre de fleurs. Elle était ravie que les fleurs se soient davantage ouvertes que lors de la promenade précédente. La nymphe examinait chaque fleur. Ce jaune s'appelle Phrysia. Il y avait un papillon bleu posé sur les soucis. Sirène ne connaissait pas le nom d'une telle fleur. Le papillon battit des ailes et s'envola. La jeune fille le suivit et vit le duc approcher. Il tendit la main et un papillon se posa sur son doigt. Mélusine fut surprise. Cette fleur bouge. Elle a demandé comment cela s'appelait. Chiron a répondu que ce n'est pas une fleur, c'est un papillon. L'insecte battit des ailes et s'envola. La sirène répéta le mot papillon. Monseigneur l'a félicité et a dit que dans sa langue cela s'appelle F-Shaik. La jeune fille s'assit sur le chemin et observa le papillon volant. Triton se tenait à proximité. Puis la nymphe se tourna vers l'homme. Le vent lui a soufflé les cheveux. Elle a appelé le Seigneur par son nom. Il la félicita de s'être souvenue de son nom et lui effleura le front. La sirène glapit. Chiron a dit que sa prononciation était horrible et qu'elle devait essayer de mieux la prononcer. Elle a répondu qu'elle essaierait.
Le duc se retourna et se dirigea vers la sortie. En chemin, il a dit qu'il appellerait la femme de chambre. Quand Mélusine en aura assez des fleurs, qu'elle rentre à la maison. Dès que la sirène réalisa qu'il partait, elle sursauta brusquement et prononça le mot « ensemble ». Puis, après réflexion, elle ajouta qu'elle voulait y aller ensemble. Sa seigneurie l'a regardée et a répondu comme vous le souhaitez. La jeune fille rayonnait de joie et se précipita pour rattraper l'homme. Triton se dirigea vers le terrain d'entraînement, là où l'échauffement battait son plein et où l'on pouvait entendre le cliquetis de l'acier. La nymphe fut émerveillée par ce qu'elle vit. Anna la rattrapa près du portail. Elle a demandé pourquoi Serena avait suivi le maître jusqu'au terrain d'entraînement. Si sa seigneurie n'avait pas fermé les yeux sur cela, ils auraient été expulsés depuis longtemps. Mélusine regardait avec fascination les chevaliers s'entraîner avec l'épée. La servante demanda encore une fois à sa maîtresse si elle l'entendait. « C'est dangereux ici, et ils pourraient se blesser s'ils ne font pas attention. » Mais ensuite la sirène vit le duc monter un magnifique cheval noir. Elle rayonna et le fit remarquer à la femme de chambre. La fille a dit que c'était Chiron. Anna a dit que le duc faisait vraiment une impression incroyable. Son père était également chevalier au château de Triton. Et il a dit que seule sa grâce parmi tous les commandants s'entraînait chaque jour. Monseigneur a tiré les rênes, a félicité les guerriers et a dit que c'était tout pour aujourd'hui. La servante continua en disant que si mon père n'était pas mort au combat, il serait également là. Mais la sirène ne l'écoutait plus. Elle courut vers le duc avec les mots « Chiron, j'arrive ». La servante lui cria qu'elle ne pouvait pas constamment courir après sa seigneurie. Cependant, Mélusine a répondu qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Sirène espionnait derrière les portes entr'ouvertes pendant que Monseigneur et le comte dînaient dans la salle à manger. Anna a essayé de faire tomber la maîtresse et a insisté pour retourner dans la chambre. Parce que s'ils sont remarqués, il y aura des problèmes. La salle à manger était grande et lumineuse. Au centre, sur un grand tapis, se trouvait une impressionnante table à manger. Il était rempli de nombreux plats. Les domestiques se tenaient un peu plus loin, près de la porte, prêts à servir les propriétaires à tout moment. Les hommes autour de la table parlaient paisiblement. Mélusine ne lâche rien. Elle se demandait pourquoi ils ne pouvaient pas être là. La femme de chambre commença à expliquer à voix basse que ces messieurs étaient en train de dîner. Et ils ne devraient pas interférer avec la conversation des nobles qui discutent de questions urgentes. La sirène était ravie du mot « nourriture ». Anna était déjà au bord de la dépression nerveuse. Elle a répondu que les hommes ne font pas que manger. Puis la porte s'ouvrit légèrement de l'intérieur et un valet de pied regarda dehors. Les filles furent surprises. Ils se demandaient ce qui se passait ici. La femme de chambre commença à s'excuser et à promettre qu'il partirait immédiatement. Le gars y a réfléchi. « Tout va bien. Monseigneur vient de dire qu'il valait mieux ne pas le distraire comme ça. Plus précisément, entrez simplement et ne restez pas ici. » Ces mots furent comme un feu vert pour la nymphe. Ses yeux pétillèrent de joie et elle se dirigea directement vers la salle à manger. Le duc venait de siroter un verre de vin. Mélusine était assise à table. Elle essayait intensément de couper le poisson cuit, faisant claquer ses couverts contre la porcelaine. Sa seigneurie a poursuivi sa conversation avec Yann. Il a demandé combien ils avaient dépensé ce temps. Le comte répondit qu'il s'agissait d'environ 60 millions de fers. Monseigneur fit remarquer qu'il avait appris il y a seulement quelques jours que l'empereur avait acquis une mine de diamants. Son Excellence a demandé pourquoi il les achetait s'il ne pensait pas à extraire des pierres. C'est probablement le marquis Esnal qui le pousse à cela. La sirène souffla intensément sur le poisson. Chiron but une gorgée de vin et répondit que le vieil homme était pressé, puisqu'il essayait de retirer chaque centime du trésor impérial. Il a ensuite demandé si le château de Certas avait été achevé et a reçu la réponse cette année. Cette fois, la sirène fit grincer trop fort ses instruments et attira l'attention sur elle. Elle grimaça un peu en réalisant qu'elle avait commis une erreur. Le château sera enfin prêt au début de cet hiver. La décoration intérieure est désormais en cours. Il y a désormais de nombreux mécontents parmi les aristocrates, puisque tous les efforts visent à préparer le jour de la fondation du pays. Le seigneur demanda comment le marquis commettrait désormais des outrages s'il se débarrassait du contrôle de l'ancien empereur. C'est le moment idéal pour être le marquis de Esnal. Yang a accepté, mais c'est précisément à cause de cela que certains aristocrates de rang intermédiaire ont également décidé de soutenir Triton. À ce moment-là, la jeune fille en a fait trop, et, à cause de la forte pression, des morceaux de poisson se sont dispersés dans toutes les directions. Chiron n'a pas pu résister et a trompé Mélusine en lui disant qu'elle demandait à manger avec eux, mais qu'elle ne savait pas comment se comporter à table.
La nymphe se figea avec une fourchette à la main, regardant avec de grands yeux. Alors sa seigneurie demanda aux serviteurs de servir la nourriture habituelle de la sirène. Immédiatement, ils apportèrent 2 poissons crus dans une assiette. La jeune fille continuait à faire tournoyer la fourchette et le couteau dans ses mains. Voyant qu'elle hésitait, le seigneur lui demanda si elle ne voulait peut-être pas manger aujourd'hui. Sirène, désignant les couverts, demanda à Chiron ce que c'était. Yann s'étouffa avec son verre face à une telle familiarité. Il toussa et demanda si elle avait vraiment appelé Monseigneur par son nom. Mais le duc fit une remarque à Mélusine sur un autre sujet. Elle a mal prononcé son nom. Vous devez vous concentrer sur la première partie du nom et prononcer la seconde plus doucement. La sirène essaya de le prononcer correctement. Lord a dit que plus de pratique était nécessaire. Et si l'utilisation d'une fourchette n'est pas pratique, vous pouvez manger du mieux que vous pouvez, mais ne restez pas assis là. La nymphe était ravie, se souhaita bon appétit, attrapa le poisson à 2 mains et y enfonça ses dents. Sa seigneurie et les serviteurs ont été choqués par cette façon de manger. Et la jeune fille a apprécié le processus, croquant délicieusement les arêtes de poisson. Triton remarqua qu'elle avait bon appétit et lui demanda si cela lui plaisait. La sirène rayonnait de joie. Elle a répondu que c'était très savoureux et a remercié l'homme. Le duc enleva soigneusement l'excédent autour de sa bouche. Yann, toujours confus par ce qu'il avait vu, se tourna vers Monseigneur. Son Excellence a demandé de continuer à dire combien de maisons nobles soutiennent leurs efforts. Sa seigneurie commença à répondre, et lui-même fut surpris de ce qu'il voyait. Une sirène était assise devant lui avec un poisson vivant grignoté dans les mains et souriait gentiment au duc. Et lui, à son tour, lui essuya soigneusement le visage. L'entraînement des chevaliers battait son plein. Les guerriers pratiquèrent des techniques sur des mannequins, donc il y avait du bruit autour et des coups sourds pouvaient être entendus. Mélusine observait le processus avec intérêt derrière le portail entrouvert. Le duc se séchait après l'exercice. Yann se tenait à proximité. En voyant la sirène jeter un coup d'œil, il remarqua que son Excellence l'avait même amenée ici. Chiron ne comprit pas et demanda qui. Le comte montra la jeune fille. Dernièrement, elle suit la queue de cheval du seigneur. Je suis même venu à l'entraînement. Chiron était surpris de savoir ce qui n'allait pas. Il est amusé par la confiance de la nymphe de ne pas se faire remarquer. Il devint alors clair pour sa seigneurie pourquoi le commandant était de si bonne humeur. Triton a déclaré qu'il souhaitait observer comment la créature sauvage était progressivement apprivoisée. Yang a demandé si Monseigneur avait déjà apprivoisé des animaux. Le duc y réfléchit. Il se souvenait du renard de compagnie qu'il avait il y a plus de 10 ans. Puis le mentor a remarqué qu'il suivait constamment l'adolescent et se frottait contre ses jambes. Habituellement, les renards sauvages ont peur des gens. Le garçon ne pouvait rien faire. L'animal lui-même le suivait. Duncan taquina l'enfant, lui rappelant qui laisse l'animal entrer dans sa chambre tous les soirs. Le petit renard était affectueux et marchait calmement dans ses bras. Il pouvait même lécher les mains de son propriétaire. Le mentor a suggéré de donner un nom à l'animal si le jeune maître souhaitait le garder, pour qu'il ne se perde pas. Un jour, Chiron a tenté d'enfermer le petit renard dans la pièce, parce que son frère arrive bientôt et veut chasser dans le parc. Il a donc essayé d'expliquer à l'animal qu'il ne pouvait pas quitter la pièce. Le renard ronronnait et fermait les yeux lorsqu'il le griffait. Mais le petit renard n'est qu'un animal. Il est sorti de la pièce et a été attaqué. Quelque temps plus tard, le garçon retrouva son corps blessé dans la forêt. Se réveillant de ses souvenirs, Triton répondit qu'il avait déjà apprivoisé la bête. Selon lui, lorsque vous attrapez un animal, vous devez immédiatement le mettre dans une bonne cage. Et gardez-le là jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne pourra jamais sortir, même s'il meurt. Le duc regarda la sirène, qui discutait de quelque chose avec sa servante sous le portail. Tard dans la soirée, alors que la lune illuminait déjà tout autour, son Excellence amena Mélusine à la plage. Le vent jouait dans mes cheveux et les vagues des vagues léchaient le sable sous mes pieds. La sirène était ravie. Elle s'est exclamée « Mère, mère ». Chiron lui a demandé si ça lui plaisait et lui a permis de se rapprocher. La jeune fille le regarda d'un air interrogateur et lui demanda ce qu'il en était. L'homme a répondu qu'il resterait sur le rivage. Il doit vérifier quelque chose. Serena arriva presque jusqu'à l'eau elle-même. Elle se retourna vers Monseigneur et lui demanda quoi vérifier. Le duc se souvient de son premier animal de compagnie. La petite échelle blessée gisait dans la forêt sur l'herbe et sifflait. Le garçon était triste. Il demanda au petit corps frissonnant pourquoi il était là. Après tout, sa seigneurie a demandé à s'asseoir dans la pièce, ce qu'elle a répété 1000 fois. Il y eut un bruit et des bruits sourds à proximité.
Quelqu'un a crié que la bête était partie ici. Chiron se figea. Il comprit que maintenant son frère viendrait ici et attraperait le petit renard, puis le tuerait sans pitié. L'animal saignait et tremblait de convulsions. Les larmes montèrent aux yeux de l'enfant. Ce serait mieux s'il le faisait lui-même. Le garçon a sorti un poignard. Les larmes lui brouillèrent les yeux. Mais il faut qu'il soit fort pour apaiser les souffrances de l'animal. Rassemblant son courage, il plongea la lame dans son ami. Le vent soufflait dans les cheveux de Mélusine alors qu'elle s'approchait de l'eau. L'eau touchait déjà ses pieds. Yann commença à craindre que la sirène soit sur le point de nager vers la mer. Mais Monseigneur l'arrêta avec sa main, lui ordonnant d'attendre. Il voulait voir si elle s'envolerait ou resterait. La jeune fille était déjà dans l'eau jusqu'aux genoux. Un motif d'écailles a commencé à apparaître sur la peau de mes jambes. Elle profitait du moment. Serena n'est pas en mer depuis si longtemps. Le comte se rongeait déjà nerveusement les ongles. Il supposait que la queue de la nymphe repousserait dans l'eau. Le duc a appelé la jeune fille. Elle se retourna. Elle était si heureuse d'être dans l'eau de mer. La sirène demanda si elle pouvait aller plus loin. Ce n'est pas grave. Mais le seigneur lui cria de revenir immédiatement. Mélusine a ri et a dit qu'elle serait bientôt là. Chiron a dit qu'elle pourrait se rapprocher. Et elle, agitant sa queue, plongea dans les profondeurs, soulevant une colonne d'embrun. Sa seigneurie a déclaré qu'elle avait disparu. Triton s'est mis en colère. Comment ose-t-elle? Des nodules sont apparus sur ses pommettes et il s'est jeté à l'eau. Les mots de Duncan résonnèrent dans sa tête. Si vous souhaitez garder l'animal, donnez-lui un nom pour qu'il ne se perde pas. Non. Vous ne pouvez pas maîtriser la bête avec juste son nom. Il fallait ensuite attacher le petit renard pour qu'il ne tombe pas dans un piège. L'homme avait peur que s'il laissait partir Mélusine, quelqu'un pourrait la lui enlever. Mais déjà elle sortait de l'eau en s'essorant les cheveux. L'eau coulait le long de ses jambes. Ondine vit le duc courir et l'appela. Chiron prit la fille par la main, la rapprocha et l'embrassa. Elle essaya de dire quelque chose, mais la langue de l'homme couvrit complètement les mots. Sa seigneurie tira son poignard de l'autre main, et attrapant la sirène par les cheveux par derrière, il lui mit une lame sous la gorge. Il voulait savoir à quel point la mer lui manquait, à tel point que j'ai eu envie de m'enfuir. Serena avait peur. Elle ne voulait pas s'enfuir, mais je voulais juste nager. Sa seigneurie a demandé pourquoi il devrait la croire. Les animaux ne sont pas autorisés à se promener sans laisse. Il baissa le poignard dans sa main, lui tirant toujours douloureusement les cheveux. Triton rit et dit que c'était sa faute s'il la croyait. La jeune fille était stupéfaite par le comportement étrange de l'homme. Alors Monseigneur tourna brusquement la nymphe pour qu'elle fasse face à l'eau et lui dit de regarder attentivement la mer, car l'ondine ne la reverrait plus. Mélusine demanda pourquoi, mais Monseigneur, saisissant la sirène par la main, la traîna hors de la plage. Yann se précipita après le couple, s'adressant au seigneur. Le duc s'arrêta et ordonna au comte de retourner au château et de dire aux serviteurs qu'il ne passerait pas la nuit chez lui, mais dans la loge la plus proche. Chiron amena la sirène dans une petite maison non loin du rivage. Il l'a tirée par la main et la jeune fille lui a demandé de la laisser partir. Mais il ne l'écouta pas jusqu'à ce qu'il la jette sur le lit. Elle souffrait. Monseigneur déboutonna les poignets et la chemise de sa poitrine. Puis, appuyant le lit avec ses genoux, il commença à s'approcher de la sirène. Coinçant partiellement la jeune fille au lit, Triton planait au-dessus d'elle. Il demanda à la nymphe ce qu'il devait faire d'elle. Mélusine le regardait avec surprise et peur avec de grands yeux, pratiquement sans cligner des yeux. L'homme lui toucha le visage. La sirène frissonna. Même s'il la met en laisse, l'ondine se libérera rapidement. Et ce ne sera pas intéressant de jouer avec elle. Le Seigneur l'a appelée par son nom. C'est lui qui a donné un nom à la sirène. Elle doit donc lui obéir. Monseigneur souleva son visage par le menton et toucha ses lèvres avec son pouce. La jeune fille a essayé de répéter le mot « obéir ». Chiron pressa sa langue avec son doigt dans sa bouche. Il ordonna, en regardant dans les yeux bleus, de dire qu'elle lui obéit, qu'elle est à lui, qu'elle lui appartient et qu'elle le suivra à travers le feu et l'eau. Mélusine lui demanda ce qu'elle lui avait dit. Puis elle a essayé de dire qu'elle lui appartenait. Sa seigneurie rit de contentement. Puis il releva son visage par le menton vers le sien. La nymphe rougit instantanément. Le duc commença à l'embrasser et entre deux baisers, il lui dit de ne plus agir de manière aussi stupide. Les caresses devinrent plus passionnées et l'homme déposa la sirène sur le lit, l'écrasant complètement sous lui. Ce faisant, Monseigneur a inséré ses doigts dans sa bouche, s'attendant à des caresses. Mais la jeune fille ne savait pas quoi faire. Alors elle les a repoussés en toussant. Il a commenté qu'il devait la préparer et elle le crachait déjà.
Puis sa main commença à remonter le long de sa cuisse. Mélusine fut effrayée par des attouchements aussi intimes et commença à résister. Elle a demandé d'arrêter. Sa seigneurie réduisit un peu la pression. Il lui a demandé de se détendre et a commencé à lui embrasser doucement le cou. Sirena réfléchit à quel point elle se sentait si étrange. Après ces actions, la nymphe commença à trembler de partout. Ce n'était pas comme la dernière fois. Ensuite, ils se sont simplement couchés ensemble, mais maintenant ils pouvaient concevoir un enfant. Quand tout fut fini, Londine précisa si c'était la fin. Triton a répondu par la négative, et il lui a assuré que la nuit serait longue. Il sourit et lui caressa le visage avec la main. Le clair de lune pénétrait à travers les cadres des fenêtres et illuminait les amants sur le lit. Sa seigneurie a enseigné à Mélusine l'art d'aimer. Il lui expliqua qu'il n'était pas nécessaire de se mordre les doigts, mais qu'il fallait les lécher. La sirène essaya de comprendre les nouvelles sensations pour elle. Il y avait quelque chose qui n'allait pas au creux de mon estomac. Mais elle était si heureuse qu'elle ne pouvait se retenir. Sans le savoir, elle a mordu le doigt de mon seigneur. Chiron serra les dents et grogna en disant qu'il lui demandait de se détendre. Mais les gémissements couvraient tous les mots. C'était la première fois que Sirène ressentait cela. C'était une sensation étrange et incompréhensible. Mais c'était quand même sympa. Elle voulait voir le visage de l'homme. Elle se recula un peu et regarda son partenaire dans les yeux. Puis elle l'embrassa avec toute sa passion. Sa seigneurie a continué jusqu'à ce que tous deux se soient amusés. Les rayons du soleil illuminaient le château de Triton, situé sur une falaise de pierre. Les vagues brisaient les vagues contre les rochers. Les rayons du soleil traversaient les vitres et jouaient à l'intérieur. Mélusine se réveilla et cligna des yeux, plissant les yeux face au soleil brillant. Elle vit une Anna excitée en face. La servante se tourna vers elle et lui demanda si elle avait repris ses esprits. La nymphe se leva du lit et s'assit. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. La servante était heureuse que sa maîtresse se soit réveillée. Il s'avère que la sirène a dormi 2 jours. Par conséquent, la travailleuse ne pouvait pas trouver de place pour elle-même à cause de son excitation. Elle vérifia la température du front de la maîtresse et, prenant son visage dans ses mains, lui demanda si elle se sentait bien. La sirène répondit que c'était bien, mais demanda où ils étaient. Anna recula un peu et fit remarquer qu'il s'agissait de la chambre de l'hôtesse. Mélusine se tourna brusquement et demanda où était Chiron. La servante hésita. Elle baissa les yeux et répondit que Monseigneur n'était pas là, qu'il rencontrait un invité. La nymphe demanda quel genre d'invité elle était. La servante dit que la fille du marquis de Esnal venait au château, qui deviendrait l'épouse de l'archiduc. Une calèche tirée par une paire de chevaux bais venait d'arriver dans la cour des invités, et sortit une belle jeune fille vêtue d'une robe de velours rouge avec de longs cheveux blonds. Un peu plus tard, la sirène était assise dans la piscine pendant que la servante se coiffait. Ils ont parlé de l'institution du mariage. Mélusine a précisé, cela veut dire un homme et une femme. La femme de ménage a confirmé que seules 2 personnes se marient. Ils jurent devant Dieu qu'ils passeront toute leur vie ensemble. Et avant cela, ils s'engagent. La nymphe remarqua que Chiron avait passé la nuit avec elle et avec cette belle femme. Anna a répondu que c'était différent du mariage. Sa seigneurie n'est pas engagée, donc, en théorie, il peut se le permettre. Et franchement, il est un parent de sang de la dynastie régnante et est donc libre de faire ce qu'il veut. Sirène doutait. Selon elle, plus il y a d'enfants, mieux c'est. La femme de chambre était surprise de l'endroit où elle avait pu entendre une telle chose. Ayant fini de se coiffer, la servante mit tous les accessoires dans un panier. Et puis, elle a prévenu qu'elle ne serait pas là après le déjeuner. La nymphe demanda pourquoi, et elle reçut la réponse que la directrice de maison avait donné des instructions à tout le monde, et qu'Anna devait se rendre au centre-ville. Mélusine demande quel est le centre. La servante expliqua que cet endroit se trouvait en dehors des murs du château. Il y a beaucoup de gens là-bas qui vendent quelque chose. Surtout maintenant puisque Thanksgiving approche à grands pas. À cette époque, la plus grande fête a lieu dans l'Empire. Il y aura des spectacles et toutes sortes de souvenirs. La sirène était ravie et voulait aussi y aller. Mais la travailleuse a dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle avait besoin d'un bon repos aujourd'hui. Mais la fille n'a pas lâché prise. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas. Anna prit une profonde inspiration puis expira pour cacher son irritation. Elle ne peut rien faire si elle ne le peut pas. Après le déjeuner, le centre-ville était plein de monde. La zone était remplie de comptoirs avec auvents, sur lesquels se trouvaient diverses marchandises. Les gens se déplaçaient d'un point de vente à un autre. Dans l'une des voitures se trouvaient 2 servantes et Mélusine. La femme de chambre en chef a clarifié à voix basse avec Anna qu'il pouvait vraiment sortir avec la sirène. À ce moment,
La nymphe se pencha par la portière de la voiture et regarda tout avec délice. La servante répondit à voix basse que le comte Luterne avait donné sa permission, tant elle était impatiente. Comme la sirène ne voyage pas encore très bien, elle n'ira pas loin. Et de toute façon, grâce à la dame sirène, ils voyagent en calèche. Ondine tournait dans tous les sens. Elle s'intéressait à tout. Elle demandait constamment quelque chose à Anna. En voyant le poulet, la nymphe a demandé quel genre d'algues rouges il y avait sur sa tête. D'autres oiseaux ont des plumes. Et le chauve brille au soleil comme une pieuvre. Les servantes étaient fatiguées de répondre à des questions constantes, alors elles ordonnèrent à la sirène de remonter dans le chariot. Quand nous arrivâmes sur place, toutes les femmes descendirent de la voiture. La servante a dit qu'elle se rendrait rapidement dans un magasin et lui a demandé d'attendre ici à côté du chevalier. La sirène hocha la tête. Les servantes demandèrent aux guerriers de s'occuper de la jeune fille. Mais Mélusine ne parvenait pas à rester en place. Il y avait tellement de choses intéressantes autour qui n'étaient pas dans le château. Il y avait tellement d'odeurs et de sons dans le monde de Chiron. Elle était ravie. Soudain, une mélodie jaillit de quelque part. La nymphe frémit. Cette chanson lui semblait familière. Le chevalier rattrapa la dame et lui dit qu'elle ne devrait pas courir seule ici. Mais elle répondit maintenant, se retourna rapidement et disparut dans la foule. C'était définitivement la chanson de sa sœur. Et Ondine suivit le son de la mélodie. Le guerrier tenta d'arrêter la sirène, mais il n'y avait déjà aucune trace d'elle. Mélusine se faufila parmi la foule. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était que sa sœur était là. Bientôt, elle vit une vieille femme mendiante en haillons, qui s'accrochait aux passants en disant qu'elle était en train de mourir. Les gens l'évitaient, la considérant comme contagieuse. La mendiante s'assit tristement par terre et répéta qu'il devait lui donner sa sérénade. La sirène s'est approchée de cette femme et a parlé dans leur langue. Elle a demandé ce qui n'allait pas chez elle. Peut-être qu'elle était malade. La grand-mère s'est immédiatement précipitée vers la sirène et lui a saisi les mains. Mélusine a précisé qu'elle avait peut-être juste faim. La femme hocha la tête pour indiquer que oui, elle avait faim. Elle a dit qu'elle mourait de faim. Et puis elle a demandé si elle était sa sœur et a demandé de l'aide. La sirène commença à regarder autour d'elle. Ici, le chevalier l'a trouvée. Il a demandé à retourner à la voiture car elle pourrait avoir des ennuis. Mais la nymphe se précipita vers le comptoir du poisson et demanda à en prendre pour sa sœur. Le gars n'a rien compris. Quel genre de sœur? Pourquoi a-t-elle besoin de poisson? Cependant, la sirène n'a pas attendu. Elle a attrapé le poisson et est revenue en courant. Mélusine courut si vite dans la rue que le cheval se cabra. Le cocher a commencé à se porter garant et l'a traitée de folle. Le chevalier se frayait un chemin à travers la foule à la recherche de la dame. Elle avait déjà donné le poisson à sa sœur et la regardait manger avec gourmandise. La nymphe se retourna vers le guerrier lui demandant d'attendre et voulut en redemander, puisque la sœur avait faim. Mais il s'est avéré que c'était le cocher de cette voiture. Il a commencé à jurer et à crier qu'elle ne comprenait pas qui se précipitait sous la voiture et s'est même jeté sur elle. Mais le seigneur qui approchait lui cria de retirer sa main. Le cocher fut surpris et se figea. Monseigneur s'est approché et a demandé s'il était sourd. Et puis il a ordonné de retirer rapidement sa main. C'était le duc Triton. Le cocher, criant « Votre grâce », tomba à genoux et s'inclina. Il a demandé pardon et miséricorde. Mélusine se releva de joie et se jeta au cou du seigneur en criant son nom. La fille s'est pressée contre sa poitrine et a dit qu'il lui manquait vraiment. Mais l'homme n'a pas réagi du tout. Puis la sirène se recula un peu et le regarda d'un air interrogateur. Soudain, d'une voiture voisine, un appel retentit à Monseigneur. Une blonde en robe rouge sortit de la voiture. Elle a rappelé pour lui demander si c'était vraiment lui. Le duc fit signe à la sirène et se retourna pour s'adresser à Lady Esnal. La jeune fille fit une révérence et remarqua qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Elle s'est excusée pour le tumulte. Chiron s'est approché de la dame et lui a répondu que c'était aussi de sa faute. Milady était de très bonne humeur. Elle a fait l'éloge de son interlocuteur, affirmant qu'il était si noble, un véritable héros de l'Empire. Elle a également ajouté qu'il parlait d'un autre de ses exploits. Sa seigneurie a remarqué que le marquis avait dit que la dame lui rendrait visite la semaine prochaine. La blonde lui demanda si elle était pressée. Elle était curieuse de savoir à quoi ressemblait le château de Triton. « Je voulais le voir le plus tôt possible. Après tout, cet endroit deviendra sa maison. » La dame espérait qu'elle ne causerait aucun inconvénient. Mélusine regardait derrière Chiron avec intérêt. Il a répondu qu'il ne livrerait pas et s'est porté volontaire pour escorter la dame. La jeune fille sourit gentiment en s'éventant. Elle était heureuse d'être invitée par sa seigneurie.
Et bien sûr, il ne refusera pas un tel honneur. Quel genre de dame est-ce? Et il montra la sirène. Elle lui a demandé de se présenter. La nymphe frémit. Mais le duc répondit que ce n'était pas nécessaire. Après tout, élever des animaux de compagnie est très difficile. Le blond comprit ce qu'il voulait dire. Après tout, plus l'animal est beau, plus il est difficile d'en prendre soin. Et le couple se dirigea vers la calèche. Ondine tendit la main et appela Chiron. Sans se retourner, il lui a dit de se comporter décemment. Puis ils montèrent dans la voiture et partirent. Mélusine restait seule et le regardait sans ciller. Il avait un regard tellement étrange en partant. Quand elle s'en souvint, quelque chose lui transperça la poitrine si douloureusement. Elle se tenait immobile au centre de la place, la main posée sur son cœur. La mendiante rigola derrière elle. Saisissant la main de la jeune fille, la vieille femme dit d'une bouche édentée que le moment venu, elle devra choisir la mère. Serrant son poignet plus fort, elle continua que quoi qu'il arrive, si elle commence à réfléchir, il sera trop tard. C'est trop tard. La sirène s'assit pensivement sur le lit de sa chambre, soutenant sa tête. Anna lui a demandé si la dame quitterait la pièce aujourd'hui. Le temps est si merveilleux dehors. Mais Mélusine était triste parce que Chiron n'était plus venu aujourd'hui. La servante s'approcha, passa son bras autour des épaules de la jeune fille et répondit que Monseigneur était très occupé. Lorsqu'il aura terminé ses affaires, il trouvera certainement la sirène. Ondine lui demanda si elle pouvait aller chez lui et voir le duc elle-même. La femme de chambre a rapidement levé les mains en signe de protestation et a déclaré que ce n'était définitivement pas possible. Il vous suffit d'attendre et le monsieur lui-même viendra vers elle. Il faut être un peu patient. La nymphe regarda tristement les serviteurs. Anna a suggéré de faire une promenade dans le jardin pour dissiper la tristesse. La sirène se tourna vers la fenêtre et remarqua que de nouvelles roses y avaient été plantées. La servante était ravie et dit qu'elle se sentirait certainement mieux quand la maîtresse les verrait. Mélusine marchait tristement dans le jardin de devant, entre les buissons de belles roses et d'autres fleurs. Elle pensait tristement que la servante était une menteuse, puisqu'il n'y avait rien d'amusant dans le jardin. La dernière fois, elle était ici avec sa seigneurie. Sirène était complètement perdue dans ses pensées, ne remarquant rien autour d'elle. Soudain, une voix féminine demanda la possibilité de passer. La nymphe leva les yeux et vit Lady Esnal devant elle. La blonde se promenait avec sa servante. La jeune fille, s'éventant, dit qu'elle ne voulait pas intervenir. Puis, regardant Mélusine, elle s'écria qu'elle la connaissait. Et puis elle a demandé si Ondine se souvenait d'elle. La dame a souri et a dit qu'elle était heureuse de se revoir. Elle essaya de se souvenir de son nom. La sirène a prononcé son nom. La fille s'est souvenue et a répondu que c'était un nom beau et inhabituel. Puis, s'adressant à la sirène comme à une dame, elle lui proposa de faire une petite promenade ensemble. Et les filles marchaient tranquillement le long des allées fleuries. Milady a remarqué que leur dernière rencontre ne s'était pas déroulée dans les meilleures circonstances. Ils n'ont donc pas pu se connaître comme ils le devraient. Puis elle demanda de quelle famille était la nymphe, ou plutôt de quel pays. Mélusine pensait que cette dame parlait si difficilement qu'elle aurait dû venir ici avec Anna. On dirait qu'elle demande d'où elle vient. Esnal continuait de marmonner les noms des royaumes. La sirène répondit qu'elle était de Bersèse. La dame a demandé à nouveau. Sirène a confirmé que oui, Bersèse, la mère. Milady se couvrit de son éventail et réfléchit. C'est étrange, à sa connaissance, il n'y a pas de pays là-bas. Certes, il existe des légendes selon lesquelles les sirènes vivent près de certaines îles. La dame demanda avec surprise quelle était vraiment la sirène du conte de fées. Ondine rit et confirma. Soudain, la femme de chambre a aboyé que tout cela n'avait aucun sens. Et la fille a clairement des problèmes de tête puisqu'elle dit de telles bêtises. La dame lui a demandé de se calmer, parce que c'était intéressant. Elle commença à examiner son interlocuteur de plus près. Cheveux colorés inhabituels, pieds nus. Sa seigneurie a dit qu'il élevait un petit animal. La dame a claqué son éventail. C'est bien. Maintenant, elle n'a plus à s'inquiéter. À sa manière, elle releva le menton de la nymphe avec un éventail. Habituellement, Monseigneur ne s'intéressait à rien. Mais si elle était une sirène, alors tout serait différent. N'importe qui serait heureux de mettre la main sur un tel trésor. Après avoir joué avec les cheveux de la sirène avec un éventail, sa ladyship se retourna et s'éloigna, réfléchissant à l'information. Elle ne pensait pas que le duc était si humain. La dame est même heureuse d'avoir découvert son autre côté. Mélusina a poursuivi en demandant le nom de la fille. Elle se retourna et s'appela Estelle Esnal, fille du marquis et fiancée de sa seigneurie. Et c'est la dernière fois que la sirène est autorisée à lui parler par son prénom. Ondine restait confuse.
essayant de prononcer son nom et mariée. Elle ne comprenait pas tout ce que disait la dame, mais... Cyrène demanda à la jeune fille si elle avait aussi passé la nuit avec Chiron. La blonde tressaillit. Elle regarda la nymphe avec colère et lui dit de ne pas la mettre en colère. La dame s'est approchée d'elle et l'a frappée à la poitrine avec un éventail, lui demandant de quel genre de questions il s'agissait. Celle-ci pensait-elle vraiment que le monde était tombé à ses pieds, depuis qu'elle croisait le regard de sa seigneurie et se retrouvait dans ses bras? Puis elle a survolé la malheureuse femme et lui a demandé avec colère si elle avait réussi à tomber enceinte. La servante appela la maîtresse. La sirène toucha son ventre et réfléchit. « Enfant !» Elle a répondu que pas encore, mais bientôt. Estelle souffla. « Bientôt. » Puis elle avertit Mélusine de ne même pas rêver à une telle chose. Puis elle ajouta qu'elle se sentait même désolée pour Londine. Si elle tombe enceinte, elle mourra définitivement. La sirène s'empourpra à ce mot. La dame a ajouté que la sirène ne comprenait pas pourquoi elle fermait les yeux sur ces pitreries. Pour les aristocrates de l'Empire, les relations à côté ne sont pas un si gros problème. L'essentiel est de ne pas rompre la continuité. Dans leur pays, les enfants nés hors mariage sont traités plus mal que les criminels. Et en général, pourquoi a-t-elle décidé que le duc serait ravi de la progéniture de la nymphe? Lady Esnal grimaça de colère. L'archiduc, qui a déjà souffert des rumeurs selon lesquelles il serait le fils illégitime de l'ancien empereur, ne sera pas content de ce bâtard. La dame commença à pousser péniblement Mélusine avec un éventail plié. En même temps, elle lui demanda pourquoi la sirène s'était rendue à lui. S'approchant de la sirène, la dame siffla avec colère que même si elle accouchait, Monseigneur l'achèverait personnellement ainsi que son enfant trouvé. Puis elle se retourna brusquement et ajouta que Mélusine pouvait continuer à vivre dans des rêves. Et en partant, elle la remercia pour la promenade. La jeune fille restait debout, la bouche ouverte, digérant ceux qui se disaient. Tard dans la soirée, le marquis Esnal et Chiron buvaient dans la bibliothèque. Sa seigneurie a appris que le duc avait rencontré Estelle à l'extérieur du château. Elle quitta la maison si rapidement et alla immédiatement rencontrer sa seigneurie. L'invité aux cheveux gris rit. Monseigneur a peut-être été surpris, mais il espère comprendre la situation. Triton but une gorgée de son verre et répondit que cela ne le dérangeait pas, donc il n'avait pas à s'excuser. L'homme rit et remarqua que Monseigneur avait encore froid. Le seigneur sourit et demanda si c'était vraiment le cas. Le marquis venait discuter de quelque chose, puisqu'il s'était adressé à lui avant la réception. Son Excellence regarda sérieusement le jeune homme. Il voulait savoir à quel point il envisageait sérieusement de s'emparer du trône. Peut-être qu'un jour et une heure appropriés ont déjà été déterminés. Le duc se détendit sur sa chaise. Il allait également poser la question de savoir s'il y avait une raison de se précipiter. Parce que ces derniers temps, le marquis agit presque ouvertement. L'homme aux cheveux gris rit. Il répondit qu'un nouveau château serait construit cet hiver. Certaz et appela sa seigneurie à y réfléchir. Le vieil empereur abandonnera le château qu'il a mis si longtemps à construire. Le marquis se pencha un peu et, agitant la main, ajouta que le nouveau souverain allait commencer une nouvelle ère. Après tout, ce sera symbolique et étonnant. Chiron se tendit un peu. Il demanda si cela signifiait qu'une fois la construction du château terminée, Esnal voulait tuer l'empereur et s'emparer du trône. L'invité répondit que de toute façon, la plupart des nobles étaient déjà de son côté. Triton se pencha un peu et remarqua que les troubles faisaient rage dans le pays et que l'empereur n'était occupé qu'à la construction. S'il profite de la situation, l'impératrice accouchera au printemps. Et s'ils commettent une erreur, cela entraînera non seulement des désaccords, mais aussi des revendications de la part des pays voisins. Le marquis se gratta la tête et approuva son excellence. Mais il s'y prépare depuis très longtemps, et il craint que l'ennemi ne découvre ses plans. Après tout, les aristocrates sont depuis longtemps mécontents de l'empereur. Le duc pencha légèrement la tête et répondit d'un air dubitatif qu'il était peu probable qu'il s'indigne. Peut-être que c'est juste Esnal qui veut en finir avant le mariage de sa fille. L'homme frémit. Si le marquis place immédiatement Triton sur le trône, sa fille, lors de son mariage, recevra le statut d'impératrice. L'invité a protesté. Chiron baissa la tête, tenant un verre de boisson. Il a décidé d'atténuer un peu la pression, transformant tout en plaisanterie, invoquant le fait qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Monseigneur partageait les craintes de sa seigneurie et proposait de décider du jour exact. Le marquis le remercia et ajouta qu'il s'était rangé du côté du duc non seulement pour faire de sa fille une impératrice. Il a toujours servi uniquement sa seigneurie. Chiron but une gorgée. Il était satisfait des paroles de l'homme aux cheveux gris. Après avoir parlé avec Triton, son Excellence a quitté la bibliothèque.
Son collègue l'attendait devant la porte. Il demanda comment tout s'était passé, si le duc était toujours contre. Les hommes continuèrent leur chemin dans le couloir. Esnal expira et répondit que c'était possible. L'interlocuteur a objecté que c'était sa seigneurie qui avait retardé si longtemps la mise en œuvre du plan. Le marquis a dit de ne pas s'inquiéter. Seul Chiron déteste davantage leurs dirigeants. Après tout, l'empereur l'avait déjà envoyé à la guerre à maintes reprises. Par conséquent, il n'est pas désireux d'obéir aux ordres s'il a la possibilité de s'emparer du trône pour lui-même. C'est pourquoi le seigneur accepta les fiançailles avec Estelle. Et surtout, la haine de l'archiduc envers le monarque actuel et passé est incroyablement grande. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Il ne les trahira certainement pas. Triton est resté dans la bibliothèque. Cette pensée remontait à il y a 10 ans. L'empereur d'alors se tenait avec un fouet sur le jeune Chiron. Le garçon tremblait de partout. Des larmes coulèrent de ses yeux. Il a supplié son frère d'arrêter. Mais l'évêque a déclaré que son cœur saignait à cause de la naïveté de son jeune frère. Le gars est-il vraiment si inquiet qu'il a donné l'ordre de tuer son mentor? Il s'avançait de nouveau vers l'enfant. Sa Majesté a demandé à Chiron s'il pleurait toujours le traître. Le garçon ne cessa de trembler et de se tourner vers son frère. L'empereur a déclaré que le marquis Esnal lui avait chanté qu'après le meurtre de Duncan, le gaz était tourmenté par des cauchemars. Et il ne veut plus se battre. Le garçon, dans une conversation amicale tout à l'heure, a partagé ses expériences avec son Excellence. Sa Majesté leva son fouet. Le futur archiduc ne peut se permettre de telles absurdités. C'est pourquoi il va aujourd'hui corriger la faiblesse du garçon. L'empereur demanda au marquis de fermer la porte de l'autre côté. Son Excellence obéit. L'enfant regardait, les larmes aux yeux. La porte du salut se fermait lentement avec un grincement. Dès que le verrou s'est déclenché, le premier coup a retenti immédiatement. Le duc ouvrit les yeux et sourit d'un air dubitatif. Pour qu'une personne comme le marquis ne serve toujours que lui, le comte Luther interrompit les pensées de sa seigneurie. Regardant dans la bibliothèque, il demanda si le duc était libre. Après avoir demandé ce qui s'était passé, Yann rapporta que les serviteurs avaient vu Lady Esnal et la sirène dans le jardin cet après-midi. Chiron devint méfiant. Il a dit qu'en revenant du marché, il n'aimait pas le comportement de la dame. Apparemment, elle a décidé de parler personnellement à Mélusine. Son Excellence s'est excusée d'avoir laissé la sirène s'éteindre. Il s'enquit de la meilleure façon de garder une nymphe dans sa chambre. Chiron y réfléchit. Estelle n'est pas stupide. Elle calcule maintenant si la sirène peut menacer sa position. Par conséquent, il est stupide d'intervenir et de la défendre. Cela signifie que nous devons continuer à observer. Lorsqu'elle se rendra compte que Monseigneur n'est pas tellement intéressé par Londine et qu'elle comprendra les intentions sincères du Seigneur, elle se laissera derrière elle. Les servantes de la dame peignaient les cheveux de la dame dans sa chambre. Anna est arrivée dans les appartements. Estelle était heureuse d'être enfin venue. Elle demanda à la servante si elle était la servante de Lady Mélusine. L'ouvrier était excité et tremblait un peu. Elle a demandé pourquoi on l'avait appelée. La dame a souri et a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. Elle aimerait se lier d'amitié avec la sirène. Il y a bientôt un bal masqué, et sa dame aimerait l'y voir. Elle a alors demandé si la femme de ménage pouvait l'amener. Anna a répondu que la maîtresse ne contrôle pas encore aussi bien son corps. Puis elle se couvrit rapidement la bouche, réalisant qu'elle en avait trop dit. Quelque chose lui disait que montrer la sirène à cette dame n'était pas la meilleure décision. Et le comte Luther a dit de ne prendre aucune décision concernant la dame sans la participation directe de sa seigneurie. Elle comprit que la sirène était importante pour le duc et que la servante ne pouvait pas la quitter. Lady Esnal lui toucha le menton d'un air pensif. « C'est donc impossible. » Anna a répondu oui et a demandé pardon. Madame rit. Immédiatement, les deux servantes de la dame ont saisi la servante par les bras et l'ont forcée à se mettre à genoux. Estelle dominait la pauvre fille. Elle a demandé pourquoi elle pensait que c'était une demande. C'était un ordre. Anna tremblait de partout. Puis la dame sourit gentiment et suggéra de reprendre la conversation. La porte de la chambre de la sirène s'ouvrit et la servante de Lady Esnal entra. Elle rapporta que sa maîtresse avait ordonné d'emmener Lady Mélusine. Et puis elle a demandé si la nymphe était prête. Sirène a posé des questions sur la dame. La femme de chambre confirma et ajouta qu'elle avait ordonné que la sirène soit amenée le plus tôt possible. En voyant les pieds nus de la jeune fille, la femme de chambre a dit que même si c'était l'été, il faisait froid la nuit et qu'elle devait donc mettre des chaussures. Anna se précipita pour enfiler les chaussures de sa maîtresse. Mélusine était contre. Elle n'aimait pas les chaussures. La servante leva les yeux vers Londine et lui demanda d'être patiente aujourd'hui,
car elle pourrait voir sa seigneurie au bal. Et puis elle ajouta à voix basse que la sirène lui demanderait de l'aide si elle le rencontrait là-bas. Une étrange servante traîna rapidement la sirène par la main le long du couloir. La fille n'a pas eu le temps et a demandé d'attendre. Ensuite, la femme de ménage a sorti un masque et a dit qu'elle devait le mettre. Mélusine noua docilement les rubans. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais j'espérais que si je rencontrais Chiron, tout deviendrait clair. La porte de la salle de bal s'ouvrit et la sirène se figea d'admiration. La chambre était tout simplement immense, avec de nombreux balcons. Un grand lustre en cristal avec des centaines de bougies était suspendu à un très haut plafond. Et au centre de la salle se trouvait une belle fontaine. La nymphe se demanda pourquoi cet endroit était si étrange. Alors qu'elle regardait tout, deux hommes, eux aussi masqués, se sont approchés d'elle. L'une d'elles lui a dit bonjour et lui a demandé si elle était perdue. Mélusine hésita un peu puis dit qu'elle cherchait Chiron. Et puis elle a demandé s'il savait où il était. Un homme a demandé si la dame parlait du duc. Et l'autre dit doucement qu'il avait déjà vu ses cheveux roses quelque part. Et puis il a supposé que c'était la fille qui était avec le seigneur de la ville. Peu à peu, d'autres invités commencèrent à les approcher. Les gens ont commencé à parler. Soudain, une dame s'est exclamée de qui il s'agissait. Et puis elle a ajouté qu'elle portait le masque d'une danseuse bon marché. On dit qu'elle entra dans le château avec sa seigneurie. La sirène regarda la foule avec horreur. Puis cette dame a ajouté de l'huile sur le feu en disant que peut-être monseigneur avait décidé d'égayer la soirée en envoyant une danseuse au bal. Les gens ont commencé à rire. Les gens ont discuté de cette situation avec compréhension, car ils s'attendaient à une sorte de plaisir de la part du duc. Quelqu'un a attrapé la sirène par les cheveux et a demandé où monseigneur avait trouvé un oiseau si rare aux cheveux roses. D'autres ont commencé à encourager la jeune fille à danser, car une danseuse ne peut pas rester inactive. Soudain, quelqu'un attrapa Londine par l'épaule par derrière. C'était Dame Esnal. Elle a dit qu'elle était heureuse de se revoir. Mélusine l'a reconnue. La dame commença à lui murmurer à l'oreille qu'elle ne semblait pas encore bien comprendre sa place. La sirène voit ce que ces gens attendent d'elle, le même que sa seigneurie. Sirena a nié et a déclaré que Chiron n'était pas comme ça. La dame conduisit progressivement la jeune fille jusqu'à la piscine, en la tenant par les épaules. Avec les mots « personne ne t'aidera », elle poussa la nymphe dans la piscine. Mais au tout dernier moment, des mains d'hommes parvinrent à attraper Mélusine. Elle regarda avec peur le monsieur masqué et lui demanda de qui il s'agissait. Après avoir regardé attentivement, la sirène reconnut le duc chez l'homme. Elle était ravie et l'appelait par son nom. Mais monseigneur saisit soudain la jeune fille par la main et la tira vers la sortie. La foule commença à bavarder. Quelqu'un a crié « Où vas-tu » D'autres ont essayé de comprendre ce qui se passait. D'autres ont reconnu Triton chez l'homme. Lady Hesnal et son compagnon observaient également ce qui se passait. Monseigneur a amené Mélusine dans le jardin. Chiron lui a demandé pourquoi elle suivait toujours sa propre voie, car il lui a dit de s'asseoir tranquillement. La jeune fille baissa la tête. Elle répondit doucement qu'elle voulait le voir. C'est pour ça que la sirène est venue. L'homme attrapa son masque. Il lui a demandé pourquoi elle se promenait dans une telle tenue. Est-ce vraiment juste pour le voir? Chiron a retiré l'accessoire inutile. Le seigneur lui demanda si elle voulait qu'il la traite comme les femmes portant de tels masques. Sans attendre de réponse, il embrassa la nymphe, suscitant la passion et la serrant plus fort contre lui. C'était sympa. Sa seigneurie s'abaissa et commença à lui embrasser le cou. Puis il s'arrêta et s'adressa à elle. La jeune fille frémit. Il a dit que c'était sa dernière chance. Il suffit d'être imprudent. Et il m'a dit de rentrer chez moi. Triton s'était déjà retourné et voulait partir. Mais la sirène l'a attrapé par la manche. Il se retourna. Mélusine dit qu'elle voulait le voir et lui demanda s'il viendrait dans sa chambre aujourd'hui. Elle le regardait avec de grands yeux suppliants. Et puis elle lui a demandé s'il s'intéressait à elle. L'homme lui toucha soigneusement le visage et dit qu'il semblait qu'elle avait trouvé quelque chose pour elle-même. En fait, elle ne représente rien pour lui. Il n'y a rien entre eux. Si la sirène commençait à avoir des sentiments pour lui, alors elle devrait arrêter. C'est juste son imagination. Et il s'en alla. La sirène est restée seule dans le jardin. Mais pas pour longtemps. Bientôt, Estelle s'approcha d'elle. Elle remarqua ironiquement que la jeune fille avait fait tant de bruit dans le château et qu'elle se tenait maintenant ici. La dame ôta son masque et continua pensivement que sa seigneurie n'avait pas la patience, et il l'amena ici dans le jardin du vieux palais. Vous pouvez le comprendre. Elle sourit et continua en disant que Lady Mélusine aurait dû être plus prudente au premier bal. Par exemple, à votre masque? Seuls les danseurs les portaient, alors les gens la traitaient de cette façon.
Madame a demandé si Monseigneur avait demandé où la sirène avait obtenu un tel masque. Peut-être qu'il considère déjà la fille comme insignifiante. La nymphe se retourna et lui demanda pourquoi elle ne l'aimait pas. Milady sourit et répondit que ce n'était pas tout à fait vrai. Mais elle préfère quand les gens connaissent leur place. Puis elle demanda à la sirène si elle voulait toujours tomber enceinte de Chiron. Ondine lui toucha involontairement le ventre. Oui, elle veut un enfant. Le regard d'Estelle devint piquant. Elle a répondu que c'était impossible. Pour lui, Mélusine n'est qu'un jouet avec lequel on peut jouer sans conséquence. La dame s'est approchée de la jeune fille, a touché sa mèche de cheveux et lui a dit qu'il s'occupait de la sirène, et qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre joue avec elle. Mais rien de plus. Personne ne garde des jouets pour le reste de sa vie. Puis elle se retourna et commença à se diriger vers la sortie, ajoutant finalement que lorsqu'elle en aura marre d'elle, il la jettera ou même la tuera. Elle s'est arrêtée et a regardé en arrière et a demandé pourquoi Ondine pensait pourquoi Monseigneur l'avait laissée seule ici. Parce qu'il l'a jetée. Mélusine resta complètement abasourdie. La seule pensée qui lui trottait dans la tête était qu'elle avait été abandonnée. Puis elle se souvint des paroles de Chiron selon lesquelles ses sentiments n'étaient que son imagination. La sirène traversait le jardin. Elle se souvint d'une autre parole du duc. Il lui a dit d'arrêter de s'énerver. Sirène se demanda si elle était vraiment fatiguée et Chiron la jeta. La nymphe sait ce que signifie « lancer ». Les sirènes qui n'ont pas pu donner naissance à un enfant sont également considérées comme abandonnées. C'est la fin. Il n'y a pas de retour en arrière. Elle atteignit peu à peu la mer et s'assit sur le rivage. Mélusine se demandait si cela signifiait la fin entre elle et Chiron. Elle se souvenait de son image. Est-ce que ça s'est vraiment terminé comme ça? Triton traversa la cour jusqu'à une terrasse d'observation surplombant la baie. Devant ses yeux se trouvait l'image d'une sirène. Son regard lorsqu'elle disait qu'elle voulait juste le voir. Le seigneur regarda tristement au loin. Soudain, il entendit la voix d'Estelle par derrière. Elle a demandé pourquoi il se tenait seul ici. Le duc regarda autour de lui. La jeune fille sourit gentiment et lui demanda ce qu'il avait perdu. Parce qu'elle n'a rien trouvé ici. Chiron le remercia pour son inquiétude en tournant légèrement la tête. Mais madame n'était pas apaisée. Elle a demandé à lui offrir une danse. On dit que le dernier couple à danser à Thanksgiving vivra heureux pour toujours. Ils iront de pair toute leur vie. Après tout, sa seigneurie acceptera de danser. L'homme s'est retourné et a demandé pourquoi. Après tout, elle n'en a pas besoin. La dame ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais je voulais dire une chose. Il ne faut pas faire attention aux insectes volants. Mais s'il s'agit d'un insecte venimeux, alors une personne intelligente en fera un médicament. Parce que c'est Monseigneur qui a donné le couteau à la poupée qui était sur le point d'être jetée. Estelle agita son éventail et tendit la main pour danser. Triton se retourna. Il s'est excusé et a dit qu'il semblait qu'il avait finalement laissé quelque chose dans le jardin. Et, laissant madame seule, il s'en alla. La dame s'est figée pendant quelques secondes, puis a serré le poing de colère et de tremblement. Le vent jouait avec les cheveux de Mélusine. Les vagues léchaient avec mesure le sable du rivage. La jeune fille a rappelé les histoires de ses sœurs. Il disait que ce n'était pas facile de tomber enceinte. Cela réussit très rarement du premier coup. Par conséquent, si la vie de la sirène est en danger et qu'elle ne peut pas atteindre son objectif, elle peut toujours revenir. Elle ne doit pas oublier que le plus important, c'est l'enfant. Estelle a dit que Chiron tuerait le bébé si la sirène tombait enceinte. Et même si elle accouche, il l'achèvera personnellement ainsi que l'enfant trouvé. La nymphe ajusta sa cape. Elle décida qu'elle devait trouver une autre sérénade, au moins pour le bien de l'enfant. Ondine s'approcha de l'eau. Elle décide de retourner chez ses sœurs. S'il lui demande où elle était, elle dira que des gens l'ont attrapée et retenue. Et la nymphe parlera aussi de Chiron. Elle pensait qu'il était sa sérénade, mais ce n'était qu'une obsession. Et elle avait tort. Mélusine commença à entrer dans l'eau, mais entendit un bruit étrange. Elle regarda autour d'elle et fut immédiatement saisie par la main. C'était Triton. Il l'attira vers lui et lui demanda avec colère depuis quand cet endroit était devenu sa chambre. La fille a demandé d'arrêter. Il lui a tenu douloureusement la main. Ses yeux brillaient. Après tout, il lui a dit d'arrêter de faire ce qu'elle voulait. Et aussi que c'est sa dernière chance. Le duc la saisit d'une main par la taille et la jeta sur le cheval. L'animal commença à bouger. La sirène a eu peur et a demandé à s'arrêter. Mais l'homme lui couvrit la bouche avec sa main et lui ordonna de se taire. Le cheval se précipita. Sa seigneurie serra étroitement la nymphe contre lui. Il lui était difficile de respirer. Elle se tourna vers lui et lui demanda pourquoi il la cherchait. Après tout,
C'est lui-même qui lui a dit de partir. Il m'a dit de ne pas l'obtenir. Chiron l'a quitté. Le Seigneur fut surpris, que voulait-il dire? Il ne comprenait pas de quoi parlait la sirène. Il a donc suggéré que nous parlions au château. Ondine lui serra la main et dit non. S'il ne l'a pas quitté, alors, s'il ne l'avait vraiment pas abandonné. Mélusine voulait vérifier si Monseigneur pouvait réellement devenir sa sérénade. Alors la fille l'embrassa. Elle voulait un enfant de lui. Le baiser devint plus passionné. Le Seigneur commença à caresser les hanches de la sirène. Il l'embrassa dans le cou par derrière, continuant à la caresser avec sa main. À son oreille, il murmura la question. Comment ose-t-elle penser à s'échapper? Le cheval a continué à bouger. Triton serra encore plus fort la sirène. Il lui a dit de ne même pas oser entretenir de telles pensées. Il ne la laissera pas. La nymphe tremblait de toutes ses caresses. Mélusine demanda d'arrêter. Elle était trop rapide et effrayée. Mais Chiron a conseillé de tenir bon, car il est à proximité. Après quoi il l'embrassa passionnément.